L'IA, vous l'utilisez déjà. Préparer un déplacement, rédiger un compte-rendu, dégrossir une idée, c'est devenu un réflexe. Et ça marche très bien. Mais entre s'en servir comme aide d'appoint et la placer au cœur de son métier, il y a un monde. Et c'est souvent là que ça coince. Je l'ai entendu tellement de fois, cette phrase « Ah oui, mais moi, dans mon métier, ça marche pas ». Et le plus souvent, le problème ne vient pas de l'IA. On la sollicite au travail comme on s'en sert pour organiser ses vacances. Et c'est normal. C'est comme ça qu'on l'a tous découverte. Mais en faire le moteur de son travail, ça ne s'improvise pas. J'ai eu le plaisir d'interviewer Tristan Charvilla, ancien VP Product Design de Blablacar et de Malte. Il est aujourd'hui cofondateur d'AI Discipline et forme à l'IA aussi bien des équipes que des comités de direction, de la start-up jusqu'au CAC 40. On est en train de changer de sport là, dans nos métiers, peu importe le métier. Et si on faisait de la course à pied jusqu'à aujourd'hui, là on passe à la course automobile. Dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi les profils littéraires reprennent l'avantage face aux ingénieurs, comment éviter le piège de l'IA qui vous noie sous une montagne de contenu sans valeur, pourquoi préparer nos enfants à l'IA est l'un des enjeux les plus importants, et surtout, pourquoi le risque, ce n'est pas de s'y mettre trop tôt, c'est de réagir trop tard. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de regarder l'interview complète, nous avons préparé un guide résumé de cet épisode. Le lien est en description. Tristan, selon toi, qu'est-ce que ça veut vraiment dire bien adopter l'IA ? Écoute, je crois que bien adopter l'IA, c'est l'intégrer dans ton quotidien de travail. Donc, comme je le vois moi, c'est pas craquer un cas d'usage, c'est pas craquer même le meilleur cas d'usage, c'est en craquer des tonnes de cas d'usage, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire avoir des tout petits cas d'usage très simples qui fluidifient ta réflexion, qui fluidifient tes tâches quotidiennes, et puis des cas d'usage plus solides qui vont automatiser des choses, accélérer des grands processus. Donc, on parlait l'autre jour avec Rémi de ce sujet-là, et on réfléchissait au concept de AI native et AI powered. En pensant à des produits. Mais donc, il y a des produits qui sont AI-powered, qui sont des produits classiques dans lesquels on va intégrer une IA. Donc, on va donner de la puissance supplémentaire à ton produit. Et d'autres produits qui sont, en fait, fondamentalement basés sur une IA dès le départ. Et c'est l'IA qui est le socle, puis ensuite, on développe autour. Je crois que chez les gens, il y a cette même dichotomie. J'allais te faire la même remarque, parce que ça ne s'appuie pas aux gens aussi. Exactement. Je pense qu'il y a des gens qui sont AI-powered, donc qui ont déjà leur socle d'activité et puis qui vont aller greffer de l'IA pour accélérer un certain nombre de tâches. Et d'autres, dont je crois que je fais partie, qui sont devenus AI-natives et qui commencent à peu près tout par l'IA. À se dire, tiens, j'ai quelque chose à faire et moi, je me rends compte que ma réflexion va être instantanément de se dire, mais alors, comment je pourrais le faire avec l'IA ? Avant même de me demander s'il faut le faire avec l'IA, je réfléchis quasiment spontanément à comment je pourrais faire pour que l'IA le fasse. Il n'y a pas de jugement de valeur entre les deux, c'est des profils différents. Mon associé Rémi, il se déclare officiellement AI-powered, et moi je vois bien que je suis AI native. Donc je crois qu'il y a plusieurs façons, pour revenir à ta question, plusieurs façons d'intégrer l'IA dans son quotidien, soit en version AI native, soit en version AI-powered. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une intégration complète du tout petit cas d'usage au gros cas d'usage. Je crois que pour arriver à ça, il faut explorer beaucoup, il faut tester plein de choses. Nous allons revenir au podcast dans quelques secondes, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes capable de mesurer la performance de vos projets IT ? Si la réponse est non, vous perdez sûrement déjà du temps et de l'argent. Ce podcast vous est présenté par Ex Fabrica, une ESN qui aide les directions métiers et IT à exiger du ROI dans leurs projets. Chez Ex Fabrica, nous traitons deux problèmes majeurs, le manque de performance et le manque d'engagement sur vos projets de développement. Trop souvent synonyme de retard et de dépassement de budget. Comment ? En mobilisant une équipe de développement qui s'engage sur le résultat et la performance et en appliquant une méthode éprouvée pour tous vos projets de développement, modernisation et architecture, expérience développeur ou encore cadrage projet. Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous en suivant le premier lien en description et retrouvez-moi à la fin de cet épisode pour en savoir plus sur notre offre. Allez, on y retourne. Ça me fait venir plein de questions et on va rentrer dans ces questions. Mais juste avant, tu m'avais dit quelque chose en préparation d'interview. Tu m'avais fait une réflexion. Tu m'avais dit que tu n'étais pas un amoureux de l'IA. Si tu avais une baguette magique, tu sais même pas si tu réinventerais l'IA ou tu aimerais que ça existe. Et quand on voit la communauté que vous avez créée avec Rémi, AI Discipline, il y a une sorte de paradoxe que j'aimerais bien creuser avec toi. Je te partageais ça parce que je crois qu'il y a... L'IA, elle n'a pas déclenché que des passions positives, elle déclenche aussi beaucoup d'inquiétudes, voire même des réactions antagonistes.
avec des gens qui peuvent être contre, avec un gradient, hein, un petit peu contre, moyennement contre, et puis très très contre. Et on peut vite dériver vers des discussions quasiment méta, sociétales, etc. Et en vrai, moi, j'ai pas beaucoup d'avis sur ces sujets-là, j'en sais rien, je me sens tellement pas expert sur ces sujets que j'arrive pas à avoir d'avis et que je comprends complètement les gens que ça terrorise. Je le comprends. Et je crois que si moi je me mets à leur place ou je regarde leur perspective, je la trouverais aussi inquiétante. Je vois pas l'IA comme le miracle absolu, un signe divin qui est arrivé sur nous pour améliorer l'humanité. J'arrive pas à me convaincre de ça. Par contre, ce dont je suis parvenu à me convaincre, c'est qu'il n'y a pas de voie sans l'adopter. J'ai du mal à voir un scénario dans lequel on arrive à faire quelque chose sans l'adopter. Voilà. Alors ça se fait à l'échelle du monde entier. On arrête tous l'IA. Il n'y a plus d'IA, ça disparaît. Et dans ce cas-là, j'ai foi dans l'humanité. Et on le faisait très bien avant aussi. Hein. Et on le faisait très bien avant. Soit on s'y met, mais le scénario, on la laisse se développer comme elle se développe là, mais on y tourne le dos. J'arrive pas à voir une possibilité. Donc, pour moi, la vocation au départ des AI disciplines, ça a été ça. Ça a été de me dire, je crois que j'ai pas envie de laisser des gens. Alors, en tout cas, j'ai envie de contribuer à laisser le moins de gens possible sur le côté, parce que je ne crois pas que ce soit un scénario viable pour qui que ce soit de lui tourner le dos, même si j'ai beaucoup de mal à te dire, c'est heureusement que l'IA est arrivée et ça va devenir extraordinaire. Et ça, j'ai pas d'avis. Donc, si on me dit, tiens Tristan, est-ce qu'en claquant des doigts, tu pourrais faire en sorte que l'IA ne soit jamais arrivée ? J'en sais rien, oui, peut-être. En tout cas, je me battrai pas pour la préserver parce que j'ai vraiment pas d'avis sur la partie purement vertueuse pour l'avenir. J'ai juste un avis sur sa partie incontournable. Et donc, dans ce paradoxe, j'ai décidé de me dire, écoute, oublie l'autre parce que de toute façon, si tu y tournes d'autres, tu vas rien changer à l'histoire. Alors, ma façon de changer l'histoire, c'est d'essayer d'emmener le plus de gens possible avec nous parce que allez, ma conviction, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'elle va nous amener, mais je pense qu'elle nous amènera à un meilleur endroit si on y va tous ensemble. Moi, je crois beaucoup dans l'influence que chacun peut avoir sur ce qu'on va faire avec l'IA, et puis même créer des choses avec l'IA. Je crois beaucoup dans la diversité, donc je me dis il faut que le plus de gens possible viennent parce qu'on va trouver des idées formidables avec eux. Voilà, c'est un peu ça ma conviction. Emmener des gens, maintenant, effectivement... de décider le côté vertueux de l'IA, ça, si c'était l'objectif de notre discussion, je vais pas avoir grand-chose à raconter là-dessus, parce que je suis pas spécialiste de ça. J'ai pas de boule de cristal. Je regarde le présent et c'est déjà beaucoup. Là, aujourd'hui, on est à Marseille. Tu es descendu sur Marseille parce que tu vas aller former une entreprise. Ouais. Quand tu formes les équipes à l'IA dans les entreprises, quel est le niveau réel que tu constates ? Il est très, très hétérogène. D'accord. Vraiment très hétérogène. Et je dirais, en fait, il dépend plus des personnes que des entreprises aujourd'hui, de ce que je constate. Souvent, on me demande c'est qui l'entreprise au top de l'adoption de l'IA, qui c'est le rôle modèle. J'ai du mal à répondre à ça. Hormis quelques artefacts des startups scale-up qui ont un ADN qui était déjà prêt pour ça. Bon, quelques boîtes extraordinaires au sens... qui sort du commun. Ouais. Sinon, ce que je constate, c'est des niveaux très hétérogènes et dans les équipes, certaines qui sont à fond dessus depuis un moment, en fait, qui ont adopté par eux-mêmes et donc qui ont gravi les premières étapes tout seuls et qui ont un niveau d'adoption qui est tout à fait intéressant, de connaissances, et d'autres pas du tout. Ça, j'avoue, je suis encore surpris, mais c'est encore comme ça. Donc voilà, très hétérogène, pas tant dépendant des structures que dépendant de l'appétit individuel pour l'exploration. Donc ça fait que je me retrouve avec des groupes très variés. Mais en fait, ça se passe très bien parce que je crois que quand bien même tu t'es mis à l'IA depuis un petit moment par toi-même, il y a toujours un risque que tu aies loupé des fondamentaux, en fait. Moi, je fais partie de la génération des designers qui avaient Photoshop gratuitement
C'est bon, il y a prescription, je peux le dire. On l'a tous. Je tapais Serials avec 2-3 Z à la fin sur Google et j'avais un numéro de série pour craquer Photoshop. Et t'es dans le zip qu'on récupérait sur les mules. Exactement, avec un petit zip et un exe à remplacer. Et donc, j'ai adopté Photoshop moi-même quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et avec un groupe de potes geeks du sujet, et ben on faisait plein de choses incroyables avec Photoshop. On pouvait mettre ta tête sur le corps de quelqu'un d'autre et on trouvait ça très drôle. Tu vois très bien. Tu vois très bien. Donc tout ça, c'était bien jusqu'au jour où on se retrouve en école ou encore pire chez un client et où on se rend compte qu'en fait, Photoshop, on le maîtrise mal. En fait, on sait faire des choses, mais il y a des pans entiers qu'on a loupés. J'ai des sujets de script qu'on pouvait créer. Je n'ai jamais créé de script, des calques un peu complexes, des superpositions, des choses que je faisais pas, en fait. Parce que j'étais autodidacte du sujet. Et avec l'IA, il y a de ça aussi. C'est-à-dire que je vois un certain nombre de bonnes pratiques sur certaines parts de l'usage de GenAI, voilà, et des trous dans la raquette, des faiblesses dans le prompting, des faiblesses dans les itérations, des faiblesses dans la constitution de bases de connaissances, enfin, pas mal de trous en fait dans la raquette, et donc ce qui fait que mes formations elles permettent aussi de niveler tout ça et d'avoir des gens qui en fait sont en avance sur un thème mais en retard sur les autres, et de m'assurer que tout le monde a des fondations. Je crois qu'on va tous utiliser l'IA. Photoshop, c'était juste pour une petite partie. Là, l'IA, c'est pour tout le monde. Ouais. Et donc, je pense qu'il est important de construire des fondations solides, peu importe la verticale dans laquelle on travaille. Ce qui fait que, in fine, même avec des niveaux hétérogènes, en fait, on arrive à avoir des formations utiles pour tous, justement pour construire des vraies fondations. Et puis après, ils peuvent repartir dans leurs explorations par-dessus. Est-ce que tu vois une erreur de lecture que beaucoup de sociétés font concernant l'IA? Une seule. Oui, un certain nombre. Si tu dois en choisir une. Écoute, la plus évidente... Ou tu peux en évidente... donner plusieurs. Hein. Oui, alors il y en a à l'échelle des entreprises et puis d'autres probablement plus à l'échelle individuelle. Donc, disons qu'à l'échelle d'entreprise, ce qui est certain, c'est que on peut pas arrêter la vague. Et donc, les entreprises qui auraient... miser tout sur des sujets peut-être de sécurité, ça a été c'est un gros sujet, la sécurité, que je respecte complètement. En fait, je comprends à quel point c'est important et en même temps, je vois bien que si tu en fais un point de blocage, eh ben, tu vas développer ce qu'on appelle le shadow IA. Donc, en gros, c'est ChatGPT sous le bureau. Hein. Si on résume le shadow IA, c'est mon téléphone avec ChatGPT sous mon bureau pour pas qu'on me voit. Et je pense que c'est encore pire d'un point de vue sécurité. Et ça, je le vois partout. En fait, je vois bien qu'on peut pas arrêter la vague. Tu sais, il y a une expression qui dit vous pouvez écraser les fleurs, mais vous n'arrêterez pas le printemps. J'aime beaucoup cette expression. Elle a plus de portée que ce dont je parle là, mais dans l'esprit, il y a ça. C'est-à-dire, tu peux essayer de les bloquer, mais en fait, il y a une telle volonté, il y a une telle puissance de cette technologie, elle résout tellement des sujets importants pour chacun qu'ils vont quand même bypasser. Et donc, je pense qu'il y a certaines entreprises qui perdent du temps avec ces sujets-là. Et malheureusement, j'ai pas de baguette magique. Hein. Je comprends en même temps l'importance de la sécurité. Mais malgré tout, le blocage fonctionne pas. Et donc, même parfois, lorsqu'on va travailler avec des entreprises pour développer la culture IA au sein des organisations, la première chose qu'on fait, c'est un audit des cas d'usage Shadow. C'est-à-dire qu'on va faire un questionnaire anonyme pour avoir une idée de tous les cas d'usage qui sont déjà exploités en dehors de ce qu'autorise l'entreprise, parce que c'est juste la réalité des besoins. Et donc, de révéler ça, ça permet ensuite de travailler sur les bons cas d'usage et puis d'accélérer l'adoption. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui écoute ce que tu viens de dire, autour d'eux, on peut pas l'arrêter, et puis il faut y aller, et puis c'est maintenant. Voilà. Et il peut avoir une réflexion, ok, bon, ça fait 2 ans que c'est urgent, qu'il n'y a rien de nouveau, qu'est-ce que tu lui réponds? Ça fait 2 ans que c'est urgent et qu'il y a déjà un décalage qui se fait, et que je pense que le jour où tu réalises le décalage qui s'est fait, c'est trop tard. Moi, je l'ai vu d'abord dans le monde du conseil, ça. J'ai formé pas mal d'équipes de conseil. Et c'était amusant parce que on faisait la formation et à la fin de notre journée,
on les fait pratiquer des vrais cas d'usage, les leurs. En gros, on leur permet de créer leurs premiers assistants. Peu importe le cas d'usage, ils fabriquent leur assistant, puis ils le font tourner. Et donc, on va avoir des cas d'usage sur la synthèse d'interview client. On va avoir, en fonction des verticales, des gens du marketing qui vont préparer des campagnes, des gens des RH qui vont préparer des entretiens. Il y a tous les cas d'usage que tu peux imaginer. Et donc, avec des consultants, ils font leur cas d'usage, on passe la journée, et la question que je leur pose à la fin, c'est bon, là, ce que vous avez fait aujourd'hui, combien de temps vous vendez à votre client pour faire ça? Et là, je parle d'une journée de formation où je parle la moitié de la journée, donc on est quasiment à peine sur une demi-journée de travail. Et je leur demande d'écrire sur un petit bout de papier, et puis ils lèvent le papier, c'est amusant. Et très régulièrement, j'ai des réponses entre 2 et 3 jours. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, on est capable de produire ce qu'ils produisent habituellement en 2 jours ou 3 jours. Dans un premier temps, ça va probablement s'appeler un ROI magique, ça, pour ceux qui vendent encore 3 jours pour une demi-journée effective. Et je pense que le monde du travail va digérer ce décalage, et au fur et à mesure, ce qu'on vendait pour 3 jours avant, avec l'IA, va devenir ce qu'on vend pour 1 jour, peut-être. On va peut-être vendre plus pour 3 jours. Ou tu vendras plus pour 3 jours. En tout cas, peut-être un modèle économique à trouver aussi. Absolument, mais le ratio va se décaler. Oui. Et si toi, t'as pas pris cette accélération-là et que tu continues à vendre 3 jours parce que ça te prend toujours 3 jours, on va siffler la fin de la récré pour toi. C'est-à-dire que c'est là où tu vas vraiment te rendre compte qu'un problème est arrivé. Donc, dans le conseil, ça va se voir, à mon avis, un peu plus vite. En interne, dans les entreprises, on n'est pas à un calcul de ROI à la journée, donc ça prendra probablement un petit peu plus de temps. Mais la course a commencé. Moi, j'aime bien parler... J'utilise une métaphore qui, moi, en tout cas, me parle beaucoup, qui est on est en train de changer de sport, là, dans nos métiers, peu importe le métier. Et si on faisait de la course à pied jusqu'à aujourd'hui, là, on passe à la course automobile. Et cette métaphore, elle est vraie sous plusieurs aspects. L'un d'entre eux étant une course à pied, la performance de ta course, elle dépend exclusivement de ta performance à toi. Physique, je veux dire. Tu es capable d'accélérer, c'est ton corps qui accélère. Tu tournes, c'est ton corps qui tourne. Quand tu conduis une voiture, c'est intermédié. En fait, toutes tes actions, elles sont intermédiées par une machine. Tu tournes le volant, ça fait tourner. Tu appuies sur l'accélérateur, ça fait accélérer, etc. Donc, tu es toujours le pilote, sauf que ta performance, elle est intermédiée par une machine. Et je pense que c'est vers ça qu'on est en train doucement de glisser. C'est-à-dire que toute ta performance intellectuelle, c'est toujours toi qui es le pilote, sauf que chacune de tes réflexions, elle peut être accélérée par une machine, l'IA en l'occurrence. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme. On devient des pilotes alors qu'on était des coureurs. Et la métaphore marche aussi dans le sens où si toi, tu as envie de continuer à courir à pied au milieu d'une course automobile, écoute, grand bien de face, mais... Il y en a qui ont essayé. Exactement. Ils ont eu des problèmes. Voilà, exactement. Il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que les autres, ils sont montés dans une voiture, quoi. Donc, c'est dur. Voilà, c'est dur. Alors, est-ce que la métaphore va jusque-là? Est-ce que passer de coureur à pilote, est-ce que ceux qui étaient bons coureurs deviennent bons pilotes ou peut-être pas? Eh ben, ça, c'est une excellente question. Alors, moi, ce que je partage là, c'est que mon point de vue. Je dirais jamais une réponse absolue, c'est un sujet trop complexe. Non, mais c'est ton point de vue. De mon point de vue, non. C'est-à-dire que je crois que l'IA, elle redistribue les cartes. En partie. L'autre jour, j'étais dans une formation chez un client et une personne autour de la table, elle me dit, Tristan, c'est le retour des bacs L. Bac L, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bac littéraire. Donc, il y avait le bac littéraire, scientifique, et économique et social à notre époque, la mienne aussi et à la sienne en l'occurrence. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que donc elle venait d'un bac L et puis elle se retrouvait dans des équipes d'ingénieurs. C'est une boîte tech, donc elle s'était habituée à vivre au milieu d'ingénieurs. Mais elle me disait qu'elle ressentait que sa capacité à exprimer ses pensées, à verbaliser, à relire des propositions texte, à les critiquer, à porter un regard critique et à relancer des réflexions, ça devenait un asset différenciant avec GenAI et que c'était pas du tout le cas jusqu'à aujourd'hui avec les technos qu'on utilisait jusque-là. Et je trouve que ce point de vue est très intéressant. C'est Patricia, si elle se reconnaît. Un bonjour à Patricia parce qu'elle m'a beaucoup inspiré ce jour-là en disant ça. Et donc, je crois d'une certaine manière, effectivement, que GenAI redistribue les cartes parce qu'elle rouvre la possibilité à des gens qui n'ont pas de background technique, voire même d'esprit d'ingénierie,
elle les rend capables de produire des assets technologiques extrêmement puissants. Est-ce qu'elle les rend capables de coder un back-end pour Amazon ? Certainement pas, mais c'est pas là où se fait le défi aujourd'hui, c'est qu'elle les rend capables de construire des solutions techniques qui étaient absolument intouchables jusque-là, juste par leur capacité à exprimer leur point de vue et à itérer sur ce nouveau langage. Le fondateur de NVIDIA disait English is the new code. Et j'aime bien cette idée, et ça marche avec le français. Voilà. Le français, c'est devenu le nouveau code. Donc, en ce sens, je pense que ça redistribue un peu les cartes. Et il y a un signe que je trouve très intéressant, c'est que AI Discipline, tu disais, c'est une grande communauté. On a 2000, 2500 personnes, en particulier du monde du produit et du design, qui discutent de l'IA. Et on fait aussi des événements qu'on appelle des ateliers. Donc, c'est des moments un peu comme des meet-up, mais où tu viens avec ton ordinateur. Tu viens pour bosser. Et dans ces moments, on se retrouve quasiment avec un équilibre homme-femme 50%, 50-50, quasiment. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la tech, ça fait 20 ans que je fréquente des meet-up, et les meet-up tech, ça n'a jamais été comme ça. Non, c'est sûr. Et donc, je vois une émergence. Donc, le sujet balance homme-femme en est l'une d'entre elles, mais je vois des expressions de nouveaux profils qui prennent de la place maintenant, non pas parce qu'ils ont un esprit d'ingénierie, mais parce qu'ils ont un esprit littéraire. Et ça ne veut pas dire qu'ils passent devant, ça veut dire qu'ils ont à nouveau une chance d'exister dans ce monde. Alors c'est intéressant, parce que moi je voyais aussi autrement. Je trouvais que l'esprit d'ingénieur, de savoir voir le problème, le décomposer en sous-problèmes, de pouvoir ordonner des choses, de pouvoir monter un plan, etc., qui est un vrai accélérateur fort dès que tu as l'IA avec toi, qui adore ça, en fait. Parce que t'es vraiment tu parlais de la métaphore du pilote. Vraiment, en pilotage, l'esprit ingénieur a un avantage concurrentiel en termes de pilotage sur cette partie-là. Et moi, je vois, en fait, dans ma façon de prompter, ma façon d'amener la décomposition des problèmes, etc., qui est liée à mon background d'ingénieur, hein, forcément. Et en même temps, j'aime bien ton idée de ce côté, la capacité de lire des textes longs et de les digérer pour pouvoir faire ressortir quelque chose d'important. Ouais. La capacité d'être clair et précis quand tu t'exprimes. Exactement. Qui a un avantage, hein, on va dire, c'est quand dans ton contexte, si tu y mets des éléments qui sont pas précis, bah t'as un contexte qui est pas assez solide, enfin qui est un peu flou, et c'est moins efficace. Donc j'ai l'impression que quand même l'air de rien, t'as besoin d'un peu d'une multiplicité d'expertise. Et j'ai l'impression que, enfin moi je dirais que c'est avant on avait des T-shapes où la barre verticale, ta profondeur technique avait beaucoup d'importance. Et maintenant on commence à regarder un peu à quel point tu es ouvert sur plein de choses et tu as plein de soft skills différentes qui viennent compléter et ça te donne un avantage en fait. J'ai l'impression que les généralistes reviennent un peu versus les spécialistes. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, il y a un peu ce truc-là. Oui, oui. Je pense qu'en ce moment, il y a aussi il y a besoin de curiosité. En fait, il y a besoin de les explorer, les cas d'usage. On disait en introduction, qu'est-ce que c'est qu'adopter l'IA ? Je pense qu'il y a vraiment une partie où tu as besoin d'aller tester des choses. Pendant la préparation, juste avant qu'on commence l'enregistrement, on discutait d'être geek. Tu te souviens, Julien ? Et je crois que pour l'IA, il faut être un peu geek en ce moment, mais geek au sens où moi je le suis aussi et j'aime beaucoup les geeks. Moi, ma définition du geek, c'est celui qui est prêt à parfois perdre beaucoup de temps sur des trucs qui servent pas à grand chose. Allez, pour être provocateur, mais moi j'aime beaucoup ça. Je pense qu'il y a des matins. Ça sert, mais le monde ne comprend pas. C'est ça. Et voilà. Nous on le vit bien. Il doit m'arriver de me lever le matin avec les yeux tout fermés parce que je suis fatigué. Je me suis couché à 3h du mat pour essayer de faire en sorte que Claude, il envoie un draft à ma boîte mail qui le renvoie ailleurs avec Annuitel, etc. Fondamentalement, ça sert pas à grand-chose et probablement que demain, Google, ils auront une solution qui va le faire tout seul. Ouais. Mais moi, je me suis éclaté à essayer de faire ça.
jusqu'à 3 heures, et j'aurais pu y passer la nuit probablement. Et donc, il y a une façon de le regarder qui est qu'est-ce que tu perds comme temps à faire ça, mais je pense qu'il y a une autre façon de le regarder qui est c'est ça la courbe d'apprentissage. C'est en pratiquant, en bricolant, en testant, qu'on finit aussi par développer un peu le sens de cette techno, de comprendre ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est difficile de vraiment l'adopter profondément et de vraiment en faire quelque chose de sur-mesure. Donc, je crois qu'il y a aussi une vertu en ce moment, à accepter de perdre du temps avec l'IA pour se retrouver dedans. Et quand je te dis la sentir, je crois vraiment que cette techno est pas comme les autres, dans le sens où son côté un peu imprévisible fait que on finit par développer un peu un sens de comment elle va fonctionner, plus ou moins, où est-ce que ça va déraper. Tu vois, la métaphore de la voiture l'anticipe marche un petit aussi. peu. Pardon ? Et on commence à l'anticiper un petit peu. Absolument, tu la sens. La métaphore de l'automobile marche aussi là-dessus, c'est-à-dire que si je parlais tout à l'heure de pilote, si tu as imaginé un pilote de Formule 1 sur circuit sec, c'était pas ça la métaphore. C'était plutôt un pilote de rallye sur des graviers. Oui. Tu vois ? Et ça dérape. Et l'IA, ça dérape. Alors, il y a des gens qui vont considérer que le fait que ça dérape, c'est la fin de cette techno. C'est-à-dire que tant que ça dérape, ça veut dire que ça marche pas. Moi, je crois qu'un pilote de rallye, au bout d'un moment, il accepte qu'à 120 sur des graviers, ça dérape. Je pense qu'il arrête de philosopher sur le fait que ça dérape à 120 sur des graviers et il passe plutôt dans un mode, bon, comment est-ce qu'on fait pour bien piloter à 120 sur des graviers et accepter que ça va déraper. Il finit par développer un peu un sens du dérapage, à sentir sa voiture. Voilà. Et je pense que l'IA, c'est ce qui se passe aussi. C'est qu'au bout d'un moment, tu la sens partir et tu te dis, ah là, je sens que si je continue dans cette direction, on est dans le mur. C'est sûr. Donc, soit je rattrape, soit je recommence, soit... Mais tu vois, tu développes ce sens. J'ai pas l'impression qu'on développait ça avec les technos avant. Tu sais, on différencie les sciences dures et les sciences molles. Ça te parle de cette différenciation? Les sciences dures, elles sont les sciences mathématiques. Ouais. Et les sciences molles, plutôt les sciences humaines, sciences sociales. Et en général, on les distingue par leur caractère reproductible. Les sciences dures, elles sont reproductibles. À partir du moment où on a un modèle mathématique, sa solidité dépend de son caractère reproductible, versus les sciences molles, où c'est beaucoup plus compliqué. On fait des modèles très génériques. Et étonnamment, moi, je trouve que l'IA, elle ressemble à une science molle qui se base pourtant sur ce qu'on sait faire de plus dur. C'est-à-dire vraiment de l'algorithmie, vraiment des mathématiques très solides. Et l'émergence de tout ça fait quasiment quelque chose de... Alors, je veux pas dire humain, parce que ça effraie tout le monde et c'est pas très important, mais en tout cas d'imprévisible par-dessus. Tu vois, où tu finis par te dire, mais en fait, il faut que je développe le sens de ce machin-là, parce que sans ça, j'arrive pas à naviguer avec. Ah, ça, je trouve ça absolument fascinant. C'est rigolo que tu dis ça, parce que ça me fait penser à quelque chose. Quand je suis arrivé dans mon premier maître de stage, il m'a dit, tu verras, l'informatique, c'est pas une science dure. Ah, tu vois. C'est pas prévisible. Si tu veux quelque chose de prévisible, tu fais boucher charcutier. Je m'avancerai pas. Je connais pas assez le métier. Ça sert à rien du tout. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Mais vraiment, il y a ce côté, et en fait, tu découvres un peu de temps en temps, tu fais plein de choses, tu paramètres plein de choses, mais il y a tellement de variables, il y a tellement de profondeur, etc. Et c'est un comportement que tu attendais pas. Pourquoi ? Parce que c'est impossible d'appréhender. C'est trop... Et de temps en temps, c'est vraiment, tu passes beaucoup de temps à bien coder ton application, déployer, mettre tes bons trucs, les bonnes librairies, machin, tout truc vraiment, ça fait pas le bon comportement. Et je trouvais pourquoi ça fait pas le bon comportement. Il y a tellement de variables, machin, etc. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a de la magie, quoi, derrière. Hein. Ça t'énerve, en fait. Au début, ça t'énerve, après, tu l'acceptes. Voilà. Et il y a un peu ça. Et j'ai l'impression que c'est ça empire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est décuplé, hein, le nombre de paramètres. Là, lié peut-être à cette strate de complexité, en fait. Absolument. C'est ça, c'est que... Et même si on pourrait expliquer chaque changement d'état individuel, on est incapable de expliquer les milliards de compositions. Sur les grands modèles, je pense qu'on n'essaye même plus, au bout d'un moment, de les expliquer. Ouais. Ce qui est marrant, parce que, moi, je code pas, mais allez, par empathie, je crois que le moment où tu lances, où tu compiles et tu testes, je pense qu'il y a une petite dose de dopamine qui arrive, assez excitante. C'est un domaine connexe, mais pour avoir bricolé beaucoup les ordinateurs en tant qu'adolescent, je me rends compte que moi, mon plaisir, c'est quand ça marchait pas. Finalement, un ordinateur qui marche, c'est pas intéressant, parce que c'est juste ça marche. Et il y avait toujours un petit peu ce côté un peu dopamine de j'essaye, je bricole, on voit ce que ça donne, est-ce que ça passe pas. Et l'IA a un peu ce côté-là. Hein.
C'est-à-dire que je crois qu'une fois que tu lui poses une question un peu complexe, il y a une forme d'excitation à se dire mais qu'est-ce qu'elle va me donner? Et je crois que ça, c'est addictif. Probablement qu'il y a quelque chose de comparable quand on code. C'est ce côté, c'est tellement complexe que quand on lance, on se dit mais est-ce que ça va marcher? Voilà. Alors quand on code, on aime les deux. On aime ce côté de je suis en train de construire et j'aimerais bien que ça marche. Ouais. Et on aime aussi quand il y a quelque chose qui tombe en panne. Ouais, c'est ça. Pour l'effet Dr House. Ouais, exactement. Où on va essayer de tester notre diagnostic. Ouais. Et il y a un peu ce cercle, ce cercle vertueux qui viennent s'alimenter l'un à l'autre. Et on retrouve ça aussi avec l'IA. Exactement. C'est-à-dire, par itération, on avance sur le bon chemin en se prenant des gamelles aussi au passage. Oui, si ça marchait jamais, évidemment, ce serait pas intéressant. Mais peut-être que si ça marchait tout le temps nickel, ça serait pas aussi excitant non plus. Donc, on est loin quand même, donc on a un peu de marge sur ça. Ouais. Ok, super. Et donc du coup, pour toi, les personnes qui progressent le mieux avec l'IA, c'est un peu les nouveaux littéraires, le retour des littéraires, le retour des généralistes. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu disais la curiosité, j'ai retenu la curiosité. Est-ce que tu vois d'autres points qui aident? Déjà, mon point sur les littéraires, c'était de dire que ils ont une nouvelle chance pour jouer dans ce terrain-là. Ça enlève pas l'esprit ingénierie, mais ça ouvre à des nouvelles perspectives. Je crois, oui, que la curiosité, c'est fondamental. Le fait de ne pas avoir peur de le casser. Tu sais, pour les générations, probablement nos parents, certains en tout cas, sur un ordinateur, tu as l'impression qu'ils ne veulent pas cliquer parce qu'ils ont peur qu'il se passe quelque chose. Oui, je vois. Comme s'ils allaient le casser. Je vois. Tu vois. Dans un sens, les iPads, Apple a résolu une partie du problème parce que l'expérience est tellement fermée que tu peux rien casser. Ils finissent par s'en rendre compte. Ils disent, ah oui, les iPads, c'est de toute façon, tu le vois avec ceux qui sont nés avec l'informatique, ils cliquent partout, quoi. Voilà. C'est l'inverse. Tu vois ce que ça donne. Parce que tu sais que ça va pas se casser. Non, mais lis message avant de cliquer. Ouais. Alors, on a un peu cette tendance. Mais tu vois, on sent bien que quand tu es natif de cette techno, t'as pas peur de l'abîmer. Tu cliques, tu testes pour voir. Je crois que c'est important de faire ça aussi avec l'IA. On va pas l'abîmer. Donc, il faut être curieux, puis il faut tester des choses. Se dire, tiens, est-ce que là-dessus, ça m'aiderait? Et puis, si ça t'aide pas du premier coup, comment je pourrais faire pour que ça m'aide? Quand même, s'acharner un petit peu, parfois. Tu vois? Donc ça va avec la curiosité. Donc, c'est, je pense, ce mix entre curiosité et pas avoir peur de tenter des choses, parce qu'on va pas l'abîmer. Il faut juste passer un petit peu de temps à essayer. Voilà. Ça, je crois que c'est des compétences importantes pour adopter l'IA aujourd'hui. Ok, on était sur la personne qui dit on dit que ça fait 2 ans que c'est urgent. Ouais. Et elle commence à comprendre ce que tu dis. Elle voudrait commencer quelque chose. Par quoi elle peut commencer? Toi, par exemple, quand tu donnes des formations, c'est par quel chemin tu démarres? Alors déjà, pour ta question, moi, je pense qu'il faut commencer en se formant. Je le pense vraiment. Hein. Je crois que c'est fondamental. Donc, avec qui faut chercher. On connaît des gens. On connaît des gens. Mais je crois que c'est fondamental. Ça peut se faire de plein de manières, mais il faut se former. En fait, je ne crois pas que ça serve de partir à fond les manettes sans la bonne base. Tu construis la bonne base et après, tu pars à fond les manettes, tu vas gagner beaucoup plus de temps que de bricoler sans savoir. Voilà. Donc si tu as la possibilité de le faire, et honnêtement, je crois que beaucoup ont la possibilité, je pense que la première chose à faire, c'est se dire, je vais apprendre à utiliser l'IA. Voilà. Mais avec tout ce qui existe, les tonnes de vidéos sur YouTube, les tonnes d'articles, etc., qui en plus peuvent être obsolètes parce que ça va super vite, etc. Ouais. Est-ce que ça fait pas peur? Est-ce qu'il n'y a pas un champ du possible qui est tellement large qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, en fait? Il y a un effet, tu sais, le lapin avec les phares de la voiture dans les yeux, tu sais, qui est pétrifié comme ça. Parce qu'en fait, tu crées une sursollicitation d'un coup. En fait, ça te fige. Et ça, je pense qu'il y a un effet comme ça, effectivement, aujourd'hui, d'être figé pour plein de raisons, sursollicité, ou effectivement se dire, oui, mais ça change tellement vite, autant que j'attende demain ou après-demain, et ça n'en finit pas. Ce qui est amusant, c'est qu'on m'a posé plusieurs fois la question en disant, attends, tu fais des formations à l'IA, mais c'est l'enfer, tu dois la changer toutes les semaines, ta formation. Et c'est pas vrai du tout. En fait, les fondamentaux pour bien travailler avec l'IA, ils changent pas. C'est quoi ces fondamentaux? Les fondamentaux, c'est déjà de savoir prompter,
Mais pas de savoir prompter comme s'il y avait une baguette magique en disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé le bon prompt ». Je crois pas du tout là-dedans. Je crois juste qu'il faut apprendre à parler à la machine. Un petit peu comme on aurait pu apprendre à coder. Tant que tu sais pas, je pense que prompter, parler à une IA, c'est pas aussi évident que ça n'y paraît. Je pense qu'il y a un piège qui est, en fait, on utilise tous l'IA comme des amateurs. Donc, toi comme moi, ChatGPT, pour organiser mon week-end à Marseille, là, est top. Coucou ChatGPT, je pars à Marseille pendant 2 jours. Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi les super activités que tout le monde fait quand j'y vais ? Hop, ChatGPT, il me donne la réponse, c'est magnifique. Et je me dis, c'est vraiment simple d'utiliser l'IA. Tu vois ? Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as une partie de GenAI... Cet aspect-là, oui. Voilà, ça marche. Bon, ça marcherait pas si je décidais de lancer une agence de voyage pour organiser des week-ends à Marseille. Là, tout d'un coup, ça marcherait plus. Ça serait trop faible, ce serait bateau, ce serait pas intéressant. Et ben, ce contraste-là, il existe dans tous les métiers. Et donc, utiliser l'IA comme un amateur, c'est pas utiliser l'IA comme un professionnel. Et si tu lui poses des questions d'amateur, tu auras des réponses d'amateurs. Des réponses d'amateurs, c'est parfait dans le monde des amateurs. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, on est tous amateurs de quelque chose. Hein. Par contre, si c'est comme ça que tu as appris à l'utiliser, et que tu l'emmènes dans ton travail, et que tu commences à la solliciter de la même manière, très vite, tu vas dire des choses comme, j'entends énormément, « Ah, l'IA, j'ai essayé, mais dans mon métier, ça marche pas. » Ça, cette phrase-là, je pourrais la tatouer ou l'écrire sur les murs. Je l'ai entendue tellement de fois, cette phrase. « Ah oui, mais moi, dans mon métier, ça marche pas. » Et à peu près tous les gens qui me disent ça, quand je regarde comment ils l'utilisent, ils l'utilisent comme ils utilisent ChatGPT pour organiser leur week-end. Et dans ce cas-là, ça marche pas. Parce que le niveau d'exigence dans la qualité de tes questions, dans le contexte que tu vas donner, dans les itérations que tu vas faire, et puis un peu plus loin dans les bases de connaissances que tu vas associer, construire, nettoyer, etc., le niveau d'exigence pour obtenir des résultats professionnels, il est à la hauteur d'une application de professionnel. On va tirer la métaphore de la voiture jusqu'à la fin de la discussion. Ça marche aussi dans l'automobile. L'autre jour, il y avait... tu vas m'aider parce que... J'espère que tu vas pouvoir m'aider. Il y a un pilote qui s'appelle Isaac... Oui, Isaac. Isaac. Oui. On va rester sur son prénom. C'est un espoir français de la Formule 1. Oui, je vois très bien. Qui vont trouver ça évident. Je vois très bien. Mais excuses, ça vient pas. Isaac, pour pas avoir son nom de famille. On mettra son nom complet. On mettra son nom. Merci. Dans les commentaires. À l'écran pour ceux qui regardent sur YouTube. Très bien. Là, c'est un pilote brillant, un jeune français. Et j'ai écouté un podcast l'autre jour. Il parlait de son volant. Il disait que son volant, alors de mémoire, il disait juste mon volant, il vaut 40 000 €. Juste le volant de ma voiture. Et en fait, quand on regarde le volant de sa voiture, il y a des tonnes de boutons sur son volant. Il y en a plein. Des paramètres pour contrôler à peu près tous les Isaac Adjar. Isaac Adjar, merci. Voilà. Donc le volant d'Isaac Adjar pour sa Formule 1, il est plein de boutons, plein de contrôles. Et c'est pas parce que chez Red Bull ou son écurie, ils sont pas capables d'automatiser tout ça. C'est parce qu'un professionnel, il a besoin de contrôler tous les paramètres. Voilà. Et donc, vous avez ChatGPT, c'est l'équivalent de la Tesla qui conduit toute seule. C'est formidable pour aller en vacances, mais tu vas pas sur un circuit de course avec une Tesla qui conduit toute seule. En pilote auto. En pilote auto. Elle va pas se permettre le moindre dérapage, elle va prendre les virages à 20 km/h. Juste derrière. Bien c'est comme trop dangereux. Voilà. Donc, ce contraste-là entre amateur et professionnel, c'est le même avec l'IA. Si tu veux faire des résultats, obtenir des résultats de qualité professionnelle, il te faut un volant d'Isaac Adjar où tu vas tout contrôler, tous tes paramètres, les détails. C'est ça qui va faire que tu deviens professionnel. Donc je crois que ça, c'est un grand contraste. Je pense qu'il faut prendre conscience de ça, que c'est presque des outils différents dans ton monde professionnel et dans ton monde amateur. Et que donc, pour comprendre tout ça, je pense que tu as besoin de te former. Tu as besoin qu'on t'aide à réaliser, en fait, l'ampleur du paramétrage qui est nécessaire à la GenAI pour obtenir des résultats pro, des résultats que tu vas t'approprier, qui sont les tiens, qui ne sont pas des trucs génériques qui, au fait, font illusion quelques minutes et puis tombent derrière. Voilà, tout ça, c'est important. Et donc, ces fondamentaux-là, ils ne bougent pas autant qu'on ne le croit.
Donc c'est le prompting, c'est le contexte, oui. c'est des exemples. Le prompting, ce qu'on appelle chain of thoughts aussi, être capable aussi de découper vraiment tes pensées en étapes. On se rend compte qu'une IA elle raisonne mieux en séquence qu'en un seul bloc. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec le côté ingénieur qui a plutôt l'habitude de décomposer toujours comme ça. Absolument. Donc ça aussi c'est une activité, il faut s'entraîner un petit peu, il faut comprendre un peu comment ça marche parce que en fait, quand tu veux l'appliquer à des cas d'usage, typiquement, je sais pas, chez les avocats ou dans les ressources humaines ou plein d'autres, en fait, cette espèce d'automatisme de se dire, mais comment est-ce que je séquencerais cette tâche en plusieurs étapes ? Tu vois, c'est un travail. Voilà, il faut prendre conscience de ça. Ça veut pas dire que tu as besoin de 6 mois de formation. Tu as juste besoin qu'on pose ça, qu'on te l'explique, que tu prennes conscience que l'IA, elle marche mieux dans ces conditions-là et que donc tu t'adaptes ton travail à ça. Donc, effectivement, d'abord bien prompter, ensuite savoir découper en étapes, probablement aussi comprendre ce que c'est qu'un RAG, en tout cas qu'une base de connaissances. Comment est-ce qu'on passe d'une IA généraliste à une IA spécialiste ? Qu'est-ce que tu lui donnes à manger à ton IA ? Comment est-ce que tu entretiens cette base aussi pour la rendre performante ? Et puis probablement après un petit peu d'aide pour comprendre comment on connecte tout ça, comment on monte un premier assistant, comment tu peux commencer à automatiser un certain nombre de tâches. Je ne parle pas de workflow complexe, mais déjà de se dire, j'ai un prompt solide, ça devient des instructions, une base de connaissances solide que je connecte et j'utilise cet assistant pour accélérer mes tâches. Voilà. Donc ça pour moi, c'est des fondamentaux. Et si tu regardes en arrière sur les 2 dernières années, c'est toujours valide ça. Bien parler, bien trier ta propre base de connaissances et l'associer à un assistant, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc ça, typiquement, je pense que c'est des choses auxquelles tout le monde devrait être formé, peu importe ta verticale. Puis ensuite, tu décides d'aller plus loin, tu décides de plonger dans des workflows complexes ou tu décides d'aller vers des solutions toutes packagées. Bon, ça, ce sont des choix. Tout le monde n'est pas obligé de devenir un ingénieur de l'IA, mais en tout cas, d'avoir ces fondamentaux, je crois que c'est clé. Passer de particulier à professionnel, c'est aussi passer de tu te débrouilles pour t'organiser tout seul ton week-end à Marseille à tu travailles en équipe. Ah oui, absolument. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des impacts de ce monde d'équipe entreprise par rapport à ça ? Ça, c'est un sujet compliqué, parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'hétérogénéité des niveaux aujourd'hui. Donc, coordonner une équipe qui elle-même n'est pas du tout alignée sur ses usages de l'IA, c'est pas toujours simple. Tu as des effets d'accélération, de frein. Tu peux avoir aussi des effets de surproduction de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand tu n'utilises pas bien l'IA, elle prend la main. En fait, si tu ne l'utilises pas bien, elle te prend par la main en douceur et elle t'aspire avec elle et c'est elle qui pilote. Et elle te noie. Elle produit, elle t'assomme par la quantité. Et comme il y a toujours une forme qui est tout à fait convenable, tu te laisses avoir. Tu dis, ah oui, ça a l'air bien. Moi, dans les formations, je leur dis, à partir du moment où dans votre fil de conversation, l'essentiel de vos inputs, c'est « Ah oui, bonne idée, continue », ça sent pas bon. Et pourtant, l'IA est très forte à te suggérer des next steps qui sonnent bien. Donc, il y a vraiment un effet, comment est-ce que tu es en contrôle de tout ça ? Et comment tu te laisses pas prendre et in fine produire des dizaines de documents qui en fait servent pas à grand chose et que tu vas forwarder à d'autres personnes qui seront censées les lire et qui vont jamais les lire. Il y a tout un effet comme ça de... Qui utiliseront leur IA pour lire ton document à ta place. Ouais, et en fait on se dépersonnalise, ça tourne tout seul mais ça n'a pas vraiment de valeur, on comprend plus trop ce qui se passe. Donc il y a un vrai piège là-dessus. C'est bien que ça, je pense que tu peux avoir des conséquences que tu voulais pas. C'est-à-dire, en gros, tu peux poser une ambition qui n'était pas l'ambition que tu voulais, ou tu peux amener tellement de complexité que les gens en face vont mettre en place une solution beaucoup plus complexe que ce que tu avais besoin. Enfin, il peut y avoir plein de biais comme ça. Ou le pire, c'est que toi, tu pars d'une idée, puis l'IA t'as mis ton idée au milieu d'un micmac. Ce micmac est transféré, la personne en face va prendre une IA pour essayer de retrouver ton idée, mais c'est un autre truc au milieu. Et donc, du coup, l'idée est plus tout la même du début à la fin. C'est le problème de quand tu parles à une personne qui redit une personne qui redit une personne. Et c'est pour ça qu'on a aussi, dans les industries, créé des normes, des templates, des bonnes pratiques, etc., avec des documents structurés, etc., pour aider ça, quoi. Ouais. Et là, on peut partir sur... et puis même humainement, je veux dire, nous, on reçoit beaucoup de cahiers des charges, parce que nous, on prend des sujets, on s'engage pour des résultats. Donc, on prend plutôt des cahiers des charges avec lesquels on a un engagement, on fait un forfait agile pour délivrer la valeur.
Et les cahiers des charges n'ont jamais été aussi gros. Et de temps en temps, on lit les cahiers des charges, on se dit, purée, mais ils veulent aller jusque-là. Ouais. Et donc maintenant, on est obligé d'essayer d'interpréter est-ce que c'est quelque chose qui était intentionnel de mettre en place cette mécanique technique-là, ou est-ce que c'est quelque chose que l'IA a suggéré et puis qui a été mis au milieu. Et on le voit, hein, les cahiers des charges générés avec ChatGPT, hein, ça se voit. Hein. Ouais. C'est des listes d'itérations dans des paragraphes. Voilà, donc c'est dur en fait. On peut perdre du sens. Voilà. Et ça, c'est dangereux dans un métier professionnel. Absolument. J'ai testé, la première fois qu'on s'est vu, Julien, c'était pour Discovery Discipline. Oui. On a enregistré un épisode à cette époque. Le lien dans la description, parce que super épisode, c'était un super moment, je recommande à tout le monde. Et Discovery Discipline, pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthode qui accompagne la partie de Product Discovery, et elle est en 7 étapes qu'on a distinguées avec une façon de regarder la Discovery sous plein d'angles différents, 7 angles consécutifs. Et donc, évidemment, si tu te posais la question, j'ai essayé de monter des assistants Discovery Discipline, bien sûr. Pour le coup, j'ai beaucoup de bases de connaissances que j'ai pu monter avec les années, dans les formations, tout ça. Donc, j'ai fait des assistants qui traitent toutes les étapes, quasiment. L'étape d'exécute, de prototypage, je ne l'ai pas poussé beaucoup, mais peu importe. Et une fois que j'ai fait un assistant par étape, je me suis dit, mais c'est trop bête, autant les connecter les uns avec les autres. Et donc, dans mes folles nuits d'activité, je me suis amusé à créer une fausse histoire autour d'un Airbnb en Inde où j'ai généré du contenu avec des problématiques business, avec des lettres du général manager indien aux équipes produits, avec ses défis, etc. Voilà. Chacun s'amuse comme il peut. J'ai une vie équilibrée, mais bon, ça m'amuse. Et donc, pour finir cette histoire, j'ai fini par connecter tous les assistants les uns avec les autres et je leur donnais en input la lettre du général manager indien qui disait le business sur les expériences qu'on vend en Inde, ça marche plus, voilà des raisons, des interviews utilisateurs, tout ça, et tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui était intéressant, c'est que il y avait un enchaînement de toutes les étapes et que, in fine, j'avais une proposition de solution. Et quand je reçois la proposition de la solution, je suis absolument incapable d'avoir un avis critique dessus. J'en sais rien. Et je me dis peut-être ou pas. Et t'as tout le narratif derrière. Voilà, parce que t'as le problème, parce qu'on a vu ça, etc. Enfin, vraiment, quelque chose, il n'y a que l'IA qui peut faire ça. C'est construit, quoi. Tu le lis, tu sais pas quoi dire. Et tu sais autant, au fond de toi, tu sais que c'est peut-être autant une bonne idée qu'une idée qui tient pas du tout la route. Tu vois ? En fait, t'en sais rien. Et donc, t'es face à un dilemme qui est soit je fais une confiance aveugle à tout ça. Dans ce cas, je lui dis, go, hein, maintenant on va mettre Claude Code derrière et puis tu vas pousser ça en prod, je sais pas quoi te dire, vas-y. Soit tu te dis, en fait, ça marche pas, je peux pas avoir un avis là-dessus et je vais être obligé de remonter tout le courant pour revenir étape par étape. Et en fait, avoir des actions de plongée. Pourquoi tu dis ça ? Et qu'est-ce qui sous-tend ça ? Et qu'est-ce qu'il y aurait eu comme autre alternative à ça ? Pourquoi tu as choisi de prendre ça et pas ça, etc. Et en fait, tu te rends compte que, oui, elle va t'aider à accélérer, mais alors, il va falloir la découper en énormément de sous-étapes pour que tu reprennes le contrôle. Et qu'in fine, la solution, tu sois capable de l'expliquer. Mais on est arrivé là parce que on a eu tout ce fil de raisonnement. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme exploration personnelle, parce que je me suis rendu compte que à trop lâcher le fil, en fait, c'est toi qui perds complètement le contrôle, et ça n'a plus aucun intérêt derrière. Tu sais plus du tout expliquer ce qui s'est passé. Donc, ça a une expérience qui m'a aidé aussi pour et le coaching et dans mes équipes, c'était d'avoir une forme de règle qui était, si tu peux pas expliquer tous les choix derrière une production de l'IA, alors c'est pas ta production. Voilà. Et donc, travaille, repose-toi les questions avec l'IA si tu veux, mais il faut que tu te sois posé les questions qui t'ont amené à cette réponse. J'ai eu la chance de travailler un moment avec Fred Mazella, qui est le fondateur de BlaBlaCar. Extraordinaire, très inspirant. Vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Et un jour, il me dit, Tristan, ce qui m'inquiète, c'est pas ta réponse. J'ai confiance dans ta réponse. Ce qui m'inquiète, c'est quand tu t'es pas posé une question. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Il me disait, en fait, moi, ta réponse, c'est toi l'expert. Je te fais confiance. Juste,
Je te pose des questions pour voir si tu te les es posées pour arriver à ce raisonnement. Et s'il y a des questions que tu t'es pas posées, là, je me dis, ah bah zut, c'est dommage, parce que dans ce cas-là, ta réponse, il lui manque une question préalable. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué, et je crois qu'avec l'IA, il faut se mettre la barre à ce niveau-là. C'est-à-dire, OK, elle a apporté cette réponse, mais est-ce que moi, je me suis posé toutes les questions qui ont permis d'arriver à cette réponse? Et si la réponse est oui, moi, j'ai assez confiance dans ce qu'elle est capable de produire. On a beaucoup parlé des pièges et des conseils pour ceux qui démarrent avec l'IA d'un point de vue professionnel, oui. Parce qu'on est tous amateurs, hein, ça c'est certain. Il n'y a personne qui n'a pas testé ChatGPT, ça n'existe plus. Sûr. Ceux qui ont plus d'expérience, parce que tu vois des niveaux différents, ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui vraiment, ça fait longtemps qu'ils adoptent ça par tâtonnement, par apprentissage, par auto-formation. Est-ce que tu vois des pièges qui émergent, ou est-ce que tu as des choses qui peuvent aider? Je veux dire, c'est pour ceux qui nous écoutent qui ont un peu plus d'expérience. Est-ce que tu as des conseils complémentaires? Écoute, moi j'ai l'impression que ça fonctionne. Là, on a parlé des fondamentaux. Oui. Et derrière les fondamentaux, ensuite, il y a toutes les verticales qui vont se creuser. Oui. D'ailleurs, AI Discipline, la partie communauté nous aide beaucoup à ça, parce que on rencontre en fait des gens qui deviennent des cracks, mais par verticale ensuite. Voilà. C'est ce qui nous permet aussi d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on propose la formation de socle, mais aussi ensuite, tu peux te former sur toutes les verticales, toutes les spécialités. Et là, ça devient très intéressant. Donc, on va avoir, alors là, pour le coup, les spécialités, on va avoir des spécialistes du vibe coding de plus en plus chez les designers, qui vont vraiment loin avec un peu du Figma Make, avec du Lovable, ou alors avec du Cursor pour ceux qui sont plus tech. Alors, il y a Claude Cowork qui est en train d'exploser complètement. Il y a Claude Code qui est en train d'exploser complètement. Il y a évidemment sur les parties de génération d'images, plutôt pour la direction artistique, ou sur la partie graphique, etc. Donc, une fois que tu as passé la couche socle de comprendre un peu cette techno et les forces et les faiblesses, ensuite, il y a toutes les verticales dans lesquelles tu deviens un expert là-dessus. Et donc ça devient aussi très intéressant. Alors, ce que j'observe qui est amusant dans les équipes qui, alors toujours hétérogènes, qui s'y mettent, c'est qu'il y a eu une phase que j'entends encore qui était un petit peu en fait, j'ai plus trop besoin des autres. Moi, maintenant, je suis product manager, par exemple. En fait, je suis capable de faire des prototypes, et je suis capable de coder, et je suis capable de... Il y a un effet un petit peu, on efface les frontières entre les jobs et on a l'impression qu'on est capable de faire le job des autres. Effet Dunning-Kruger. Ouais, exactement. L'effet Dunning-Kruger, et le monde de l'ignorance qui te donne un peu ce sentiment peut-être de tout maîtriser. Je vois aussi ça chez ce qu'on appelle des champions. On appelle beaucoup dans les organisations, dans les transfours, on va chercher ceux qui sont un peu plus les early adopters, on les appelle les champions. On leur demande de pousser l'adoption, de commencer à construire eux-mêmes des assistants. Et un des pièges des champions, c'est de construire l'assistant du métier d'à côté. Alors, je vais avoir un PM qui va construire son assistant PO, par exemple. Et ça, souvent, c'est une forme de naïveté, parce que quand tu maîtrises pas le métier d'à côté, souvent, tu manques beaucoup de subtilité et tu le caricatures un peu. Et tu dis, bon, moi, mon PO, surtout son boulot, c'est juste de faire des specs. Je vais lui donner les specs, un peu de code base, et puis il va être capable de me faire les specs. J'ai plus besoin de lui. Voilà. Donc, un des pièges, une fois qu'on commence à devenir un peu meilleur, c'est de croire qu'on va être capable de remplacer les autres parce qu'on commence à avoir un peu le super pouvoir de l'IA. C'est vrai que je te donne cette impression-là. Et ça marche pas. Je sais pas comment le dire plus subtilement que ça. Ça marche pas. C'est-à-dire, le PM qui se fabrique son assistant PO et qui a plus besoin du PO, ça, je l'ai pas vu encore. À chaque fois, on se dit peut-être dans 5 ans. Honnêtement, dans 5 ans, je sais rien de rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le vois pas. Je vois juste des échecs sur ces sujets-là. Donc, l'un des pièges, une fois que tu as passé la barrière des fondamentaux, c'est d'avoir l'impression que tu peux tout faire. Et c'est pas vrai. Et je pense que c'est important si tu parlais de Dunning-Kruger, après le monde de l'ignorance, il y a la vallée du désespoir, qui est ce moment où tu te dis, en fait, je réalise que c'est plus compliqué que prévu, et que quand bien même je sais l'utiliser, mais je sais pas l'utiliser partout. Et donc, on retrouve un peu de verticalisation après, finalement. Et ça se rééquilibre quand tout le monde, si tu veux, dans la course auto, si la moitié sont à pied et l'autre moitié en voiture, ça marche pas. Enfin, une fois que tout le monde est dans une voiture, ça y est, on se retrouve avec une course à peu près normale. Et donc, si toi, le product manager, tu bosses avec un designer qui passe 8 heures par jour sur Lovable,
tu vas voir qu'en fait, tu sais pas trop prototyper. Que, en fait, celui qui sait, c'est celui qui passe 8 heures par jour là-dessus. Toi, tu vas passer 8 heures par jour dans ton métier avec l'IA, etc. Et pour le moment, en tout cas, on peut retrouver un équilibre des compétences. C'est juste que ça va plus vite. Donc, on courait. Là, on passe tous en voiture. Donc, on refait la course normale, sauf que cette fois-ci, elle se passe à 180 km/h. Et avec aussi les conséquences que ça a de faire une course à 180 km/h, qui est que c'est fatigant. Oui. En fait. Hein. Ça, peut-être que c'est un sujet aussi, pour compléter ta question sur ceux qui s'y mettent, c'est que moi, je crois qu'il y a un vrai effet fatigue de l'IA. Et encore dans cette métaphore de la course automobile, je pense que d'être pilote de Formule 1, c'est épuisant intellectuellement. Et on le voit d'ailleurs, ils font pas des courses de 4 heures. Les 24 heures du Mans, ils tournent, peu importe, mais une course, c'est épuisant parce que tout va vite. Oui. Parce que ton virage, il n'arrive pas à 15 km/h quand tu cours, il arrive à 130. Ça va très, très vite. Et donc, Zéro temps mort. 0 secondes de temps mort. Exactement. Et tu es en arbitrage permanent. Tu vois, finalement, on se dit, bon, bah, tiens, j'ai envie de me vider la tête, je vais aller courir un peu. Je connais personne qui me dit, je vais aller prendre ma voiture et rouler à faire des tours de circuit pour me vider la tête. Je ne crois pas. Parce que c'est épuisant. Voilà, c'est épuisant. Et je pense qu'utiliser l'IA dans ton métier, en professionnel, ça fait cet effet-là. C'est-à-dire que, en fait, tu envoies des requêtes pour un processus de réflexion qui t'aurait pris normalement 15 minutes avec des hauts, enfin je dis 15 peut-être plus, mais avec des hauts et des bas, tu vois, tu lis un article, c'est en même temps fatigant et en même temps ça va, il y a des moments de réflexion, de pause, tout ça. Ça disparaît et l'info arrive tout de suite et toi, ton boulot, c'est de la lire, mais d'aller chercher la valeur dedans, d'arbitrer et de dire attends, ça je veux pas, ça je veux, creuse ça, bing, ah bah ça y est, j'ai creusé. Bon bah alors ça, bing, 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 et ça va très très vite. Et donc, je pense que 8 heures d'IA en vrai usage pro dans la journée, tu peux en sortir, mais exploser de cette intensité de travail que l'IA te permet d'atteindre. D'où le fait que aujourd'hui, c'est encore tellement hétérogène que c'est dur à voir, mais je ne serais pas surpris que dans 1 an, 2 ans, on commence à voir arriver des pathologies d'épuisement cognitif à cause de l'IA. Parce que je crois que notre cerveau, il n'est pas entraîné à aller à cette vitesse d'exécution. En tout cas, les développeurs qui sont peut-être les personnes qui ont un petit peu d'avance sur ces sujets-là, parce que l'IA marche très bien pour le développement, ont un peu ce syndrome-là. Ah oui. Commencent déjà à se rendre compte que il y a cette charge cognitive permanente, et elle n'est pas évidente à affronter. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup de rigueur sur plein d'autres aspects pour pouvoir gérer ça. Donc on va avoir plein de surprises. Et peut-être qu'il y a besoin aussi de réfléchir à ces sujets-là. Alors on peut pas réfléchir à tout, il faut qu'il y en ait qui s'en occupent, mais réfléchir à comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre psychologique. Et là, pareil, ça fait des disparités entre les gens. Hein. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui... on le voit, je trouve que ça ressemble un peu à l'entrepreneur. Je veux dire, c'est l'entrepreneur qui est capable de réfléchir toute la journée, tous les jours, même le week-end, sur son problème, pour affronter son problème. Entrepreneur, start-upper, peu importe. Enfin, tu vois, c'est ce profil qui est capable de vraiment mettre une charge cognitive immense sur une problématique. Mais peut-être il voit moins le problème avec l'IA que les gens qui étaient plus dans des processus et qui travaillent plus dans des processus et qui avaient moins cette problématique-là. Et après, on est tous inégaux aussi. Hein. Je veux dire, on revenait tout à l'heure aux soft skills. La capacité de lire un texte de 50 pages et d'assimiler, on est tous inégaux par rapport à ça. Je veux dire, on le voit déjà rien qu'aujourd'hui, les gens qui sont encore capables de lire, bien sûr, de ceux qui ont des difficultés à lire des livres. Voilà. Et absolument. Dans notre monde actuel, où en plus, on est en train de ranger les gens dans 2 catégories. Voilà, donc c'est pas... Non, on va avoir des surprises. Mais tu vois, ce que tu décris là, ça va aussi dans le sens des littéraires. Enfin, sans suggérer que l'ingénieur lit pas, c'est pas ça mon point. Mais l'importance de la relation à la lecture, en fait, elle redevient fondamentale. Tu vois, je pense que quelqu'un qui aime lire, qui n'a pas peur d'une page pour se plonger dans un narratif, il va avoir un avantage là-dessus et probablement un fonctionnement cognitif plus adapté
à celui qui veut juste le petit point pour aller à la suite et qui risque de louper des paramètres, en fait. Parce que tout ça, c'est des paramètres de contexte, en fait, les mots. Hein. Donc, par rapport à ce que tu disais, si, quand je commence à vraiment développer des capacités techniques et technologiques autour de l'IA, que je me suis formé, je veux devenir un champion, il faut que j'attaque mon sujet à moi, pas le sujet du voisin. C'est un peu ça l'enseignement. C'est-à-dire il faut que j'essaye d'améliorer les choses que je fais moi-même. Je pense que c'est important parce que l'IA, elle a besoin que tu lui expliques ce que tu veux très précisément. Oui. Et plus tu vas être capable on va dire le mot, de modéliser ta pensée, de modéliser ton raisonnement par de l'explication, plus tu vas être capable de transférer ça dans une IA, plus elle va être capable de produire un travail qui va ressembler à ce que tu veux, en fait. Hein. Donc, dans un sens, il y a autant de façons de prompter que de façons de penser. Quand je dis prompter au sens large, hein, d'envoyer des paramètres dans une IA. Et il faut que ce soit le cas. On n'est pas censé se ressembler sur ces sujets-là. Et donc, il faut avoir cette capacité à expliquer précisément ce que tu veux. Si tu le fais pas, l'IA va le supposer à ta place. Et elle va le supposer en le moyennant, parce qu'une IA, ça ne fait que moyenner les choses, aller chercher des forces statistiques. C'est très utile, mais enfin, ça ne préjuge pas de la qualité de ce que tu vas obtenir, la force statistique. Donc, tu as besoin de pondérer cette force statistique en ayant un point de vue sur les choses. Et donc, il faut que tu aies des points de vue. Donc, si tu parles du métier d'à côté et que tu n'as qu'un point de vue superficiel, voire caricatural, c'est peu probable que tu obtiennes quelque chose de très bien. Donc oui, je pense qu'il faut déjà aller sur le domaine que tu maîtrises pour être capable de l'expliquer. Deuxièmement, il faut que tu sois capable de juger le résultat. Si tu ne sais pas juger ce que le résultat est bon ou pas bon, alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, non seulement il faut expliquer comment on fait, mais en plus, il faut être capable de critiquer la sortie. Donc, tout ça, ça va quand même dans le sens de dire, alors, intéresse-toi surtout aux tâches que tu maîtrises. L'autre pan, c'est que pour les champions donc, qui veulent un peu évangéliser les usages, il y a déjà une part aussi toi de formation en tant que champion. Aide tes collaborateurs à réaliser tout ce qu'on vient de se dire là, depuis le début de notre conversation, les forces, les faiblesses, etc., comment on bosse avec. Et puis, observe aussi comment ils travaillent. Donc, je pense que tu peux être capable aussi de regarder une activité et de dire, tiens, là-dessus, j'ai l'intuition que l'IA pourrait t'aider. Alors, je ne saurais pas prompter pour toi, il faudrait qu'on passe du temps, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc aussi, on peut s'asseoir. Qui est le gros métier d'informaticien quand même. Hein. Absolument. Mais aussi des ergonomes à une époque. Moi, j'ai fait des études d'ergonomie, on faisait beaucoup ça, de l'analyse de la tâche. Tu allais observer un métier, n'importe lequel, et puis tu analysais en séquence. Et ce qui était marrant, c'est que parfois, tu montrais à un professionnel ce que ton travail, et il te disait, dis donc, c'est fou, moi, j'ai jamais regardé mon travail comme ça. Parce que tu internalises. Tu vois, tu sais plus expliquer en détail. Oui. Donc, une activité d'observation un peu rigoureuse d'un métier, ça peut te permettre aussi d'aider ces métiers à séquencer, reformuler ensemble comment on pourrait prompter là-dessus, travailler ensemble à l'évaluation de la qualité des résultats et donc les aider à développer leur propre réponse avec l'IA. Donc, c'est possible d'aller aider les autres, mais il faut avoir une vraie capacité d'observation. Pas le sentiment de maîtriser ce que font les autres quand c'est pas le cas. Ça, c'est le piège. Comment un manager peut aider ses équipes à adopter l'IA? Bon, il peut commander une formation, mais est-ce que déjà c'est le bon premier step? Comment il peut aider tout ça? Tu dis commander une formation, déjà c'est une très bonne chose, mais pour lui. Pour lui. Moi, je crois et j'observe aujourd'hui déjà, l'IA, elle peut créer un phénomène d'inquiétude et de sentiment d'incompétence, de manque de légitimité. À partir du moment où toi, dans ton équipe, tu en as qui sont déjà montés dans des voitures et que toi, tu n'y es pas mis du tout. Donc, probablement que des excellents managers, ils vont arriver à passer au-delà en se disant « Allez-y, allez vers un truc que je ne comprends pas du tout, qui va à 200 à l'heure, quand moi je suis encore à 14 km/h, mais je vous fais confiance. » Peut-être. Mais je pense qu'il y en a une partie qui sont aussi très inquiets de ça. En fait, il leur manque, pareil, les fondamentaux pour comprendre ce qui se passe. Et au mieux, ils n'encouragent pas, au pire, ils freinent. Et donc, je crois que c'est fondamental aussi. Et d'ailleurs, de plus en plus, on forme des comités de direction maintenant.
y compris dans des grandes entreprises, des comités de direction. Et quand on les forme à l'IA, on les forme pas pour qu'ils deviennent eux-mêmes des champions de l'IA. C'est pas ça l'intention. Je pense que le taux d'adoption individuelle, il est moins important dans les comités de direction qu'avec des contributeurs individuels, je pense. N'empêche que eux, ça les aide énormément à prendre conscience de cette techno, à comprendre, à la démystifier, dans un sens comme dans un autre. C'est ni le diable, ni le bon Dieu. Ah oui, je comprends comment ça marche. Et puis, je vais être capable et de challenger mes équipes sur leur usage, en allant les chercher, sans forcément moi-même être capable de le faire, mais en ayant compris les bonnes et les mauvaises pratiques, et même d'aller challenger les commerciaux qui viennent me vendre des solutions IA, parce que j'ai aussi besoin de comprendre les forces et les faiblesses de tout ça. Et c'est marrant, on constate régulièrement qu'on va dans une organisation qui a déjà déployé une solution, avant même de s'être formé, et puis on les forme, et pendant la journée, ils disent « Mais attends, mais pourquoi je peux pas faire ça, moi ?» Ah parce que t'as pas acheté, vous avez pas activé ça. Non, mais c'est pas possible, il faut activer ça. Moi, je veux absolument que quand je fais une requête, j'aille taper dans Jira, taper dans je ne sais quoi. Enfin bon, c'est pas possible. Et c'est intéressant parce que tu te rends compte que, en fait, au moment où ils l'ont acheté, ils avaient pas compris les tenants aboutissants de tout ça, donc ils n'ont pas forcément acheté la bonne config. C'est pas dramatique, mais c'est pareil. Tant que tu t'es pas formé, tu réalises pas les limites et les capacités. Donc je pense que c'est fondamental aussi pour tout le monde en fait, c'est d'abord tu réalises ce que c'est que tout ça, et puis ensuite tu peux appliquer ton jugement, ta stratégie d'entreprise, choisir tes investissements. Enfin, il faut d'abord avoir pris conscience. Bon, imaginons t'es manager, tu t'es formé, et d'ailleurs t'as plutôt tu commences à bien comprendre les choses, mais tu te rends compte que dans tes équipes il y en a certains qui ne veulent pas aller sur le circuit de Formule 1 pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et ça peut être des bonnes raisons, hein. Ça peut être parce qu'ils se rendent compte que cette charge cognitive en plus, il va falloir l'accepter aussi, tu vois, parce qu'on parlait juste avant. Est-ce que tu as... comment tu arrives à débloquer un peu la situation ? Parce que, comme tu disais tout début, hein, on n'a pas le choix. Enfin, je pense qu'on peut pas faire en sorte que tout le monde aille sur le circuit de Formule 1 ou sur le circuit de rallye et continuer à courir à côté, quoi. Je pense que la transfo, elle se passe vraiment sous toutes les dimensions, c'est-à-dire du bottom-up, du bas vers le haut, avec la formation des contributeurs individuels, en tout cas les activer. Formation, c'est pas une finalité, hein. Enfin, c'est un début nécessaire. Ça se passe de haut en bas. Pareil, avec l'activation top-down depuis toute la couche managériale. Et ça se passe en horizontal dans le partage des pratiques, dans la définition, dans la recherche d'un équilibre de pratiques. Ça, il n'y a pas une recette toute écrite, parce que ça dépend énormément des organisations, des ressources humaines, puis même des verticales. Tu vois, une équipe RH, ça ne se pilote pas de la même manière qu'une équipe de dev, etc. Donc, il y a beaucoup de sur-mesures. N'empêche qu'il y a aussi un besoin horizontal de définir des pratiques, des valeurs, de partager entre nous ce qu'on fait, ce qu'on a trouvé. En fait, il y a une part de découverte. Hein. Vraiment, j'insiste, moi, j'ai pas vu de recette avec une checklist, fait A, B, C, D, E, F, G, H, et puis ça y est, ça fonctionne chez toi. Il y a beaucoup d'adaptation. Et ça se passe dans le partage. Alors, ça se passe dans le partage au sein d'une équipe, au sein d'une boîte, mais même avec les autres. Je pense qu'il n'y a personne qui a atteint un niveau de maturité tel dans l'adoption de l'IA qu'il peut se permettre de s'enfermer dans sa boîte en disant « nous, on va craquer la réponse absolue à l'IA que les autres n'auront pas trouvée ». Je pense qu'on n'en est pas là. On en est surtout à la phase où il faut partager les uns les autres et découvrir soi-même son juste équilibre. Donc ça joue beaucoup là-dessus. Après, il y a plein de pratiques. Il y a des boîtes qui organisent des moments de partage. Il y a des boîtes qui favorisent beaucoup. Je te parlais des champions qui vont, eux, être les enzymes, les accélérateurs des pratiques, mais aussi qui vont bouger d'une équipe à l'autre. Donc, ils vont être capables de polliniser. J'aime bien cette genre, comme les abeilles, d'emmener les pratiques d'une équipe à l'autre. Donc, il y a plein de recherches de modèles autour de ça. Mais j'insiste sur cette partie horizontale. Parce que c'est comme ça qu'on va trouver nos équilibres, y compris entre équipes. Tu vois, tu vas avoir une équipe de prod qui va produire des choses pour une équipe de support à côté. Qu'est-ce qu'on partage, comment on aligne nos pratiques, éventuellement même comment on aligne nos assistants. Parce qu'il y a un phénomène qui est que forcément,
quand tu lances la machine, tu as une surproduction aussi d'assistants. Donc, j'ai des potes qui me disent « Ah bah nous, on a 240 assistants déjà à disposition. Quand on regarde les usages, c'est plutôt 15. » Tu vois ? Et c'est naturel, c'est normal. On développe plein de features, mais elles ne sont pas forcément utilisées. Exactement, voilà. Mais moi, j'aurais pas tendance à les décourager là-dessus. J'aurais tendance à dire, en fait, laissez la sélection naturelle se développer. Et au bout d'un moment, quand vous en voyez qui commence à se consolider, investissez là à ce moment-là. Parce qu'il suffit pas de l'activer pour que l'usage se développe. Donc, si vous sentez qu'il y en a qui sont vraiment intéressants, allez favoriser l'usage. Et favoriser l'usage, ça peut être effectivement d'encourager les équipes à le faire. Ça peut être de mettre la lumière sur les bonnes pratiques, mettre en avant les pratiques vertueuses dans tous les sens du terme. Ça peut être, moi j'avais expérimenté ça chez Malte aussi, c'est mon entreprise précédente, qui était pour une équipe, les responsabilités autour d'un assistant, en disant ça c'est votre assistant, et trimestre après trimestre, vous allez travailler les usages. Donc votre objectif là, c'est x2 sur le nombre d'usages de votre assistant pour le prochain trimestre. Mettez en œuvre toutes les techniques que vous voulez, mais votre objectif c'est x2 en usage. Et donc mettre en œuvre, ça veut dire aller comprendre ses utilisateurs, comprendre ce qui marche pas, itérer sur le produit, et tu finis par découvrir en fait que les assistants internes IA, ça se pilote comme un produit. Comme tout. Voilà, comme tout. Ni plus ni moins, comprendre un besoin, voir si tu as trouvé une solution qui y répond, et puis pas se contenter de se dire j'en ai une, c'est de se dire maintenant il va falloir que j'itère sur la qualité de l'usage. Et tu as dit parler aux utilisateurs. Bien sûr, et parler aux utilisateurs, parce que faire un assistant pour toi, c'est pas du tout le même défi que de faire un assistant pour une équipe. Et c'est pas le même défi que de faire un assistant pour un client final ou pour toute l'organisation. Donc je pense qu'à l'échelle individuelle, on est capable de faire soi et équipe si on a une vraie attention aux usages. Ensuite, si tu veux passer à la couche, moi, c'est un assistant que je mets en face de mes clients. Là, tu as besoin d'une infrastructure, tu as besoin de compétences qui vont bien au-delà de ce que tu peux développer toi-même. Mais déjà, entre toi et équipe, cette attention à qui utilise mon assistant et quelle est la qualité des réponses qu'il fournit, c'est fondamental. Tu as parlé tout à l'heure de Shadow IA dans les entreprises. Il y a aussi du Shadow IA à l'école. Chez les enfants, chez les étudiants. Les étudiants, chez les enfants, on en parle moins. Ouais. Quelle est la position d'école vis-à-vis de ça ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement ? Là, tu touches une corde sensible. C'est un vrai sujet. Honnêtement, on a beaucoup parlé pro, on a parlé un peu froidement presque de tout ça mécanique. Là, il y a une partie forcément émotionnelle supplémentaire, mais moi, j'ai une vraie préoccupation sur ce sujet-là, sur l'éducation des enfants vis-à-vis de l'IA. Les adultes, on a quand même un centrisme parfois, on a l'impression que la réponse, c'est nous qui l'avons, mais je crois que la réponse, c'est surtout celle des enfants. Nous, il nous reste pas tant d'années que ça à faire. Les enfants, ça va changer leur vie totalement. Et malheureusement, je crois qu'on est lent là-dessus. Quand je dis on, là, pour le coup, c'est à l'échelle française. Alors, il y a des écoles plus ou moins... Pareil, il y a un peu d'hétérogénéité là-dedans. Mais globalement, je crois qu'on est lent. Je vois qu'à Singapour, ils ont des programmes déjà à l'échelle nationale. C'est un plus petit pays, mais peu importe. Est-ce qu'on n'hérite pas du fait qu'on était déjà un peu lent sur l'informatique ? Mais c'est possible. Peut-être que c'est une continuité. Peut-être qu'on a une inertie qui est quand même vraiment importante. Mais là, ça va tellement vite, c'est tellement important là, c'est sûr. Que je crois que c'est un piège. Et donc, pour revenir à ton point, le Shadow IA, il est colossal chez les enfants. Et pour parler d'expérience personnelle, moi, j'ai un garçon qui est en 4e en ce moment, qui a 13 ans. Et à la rentrée des classes, j'ai posé la question qu'est-ce qu'on fait pour l'IA ? Qui est une très bonne question. Je crois. Qui est une très bonne question. Ouais, non, mais clairement, ouais. C'est naturellement, je pense qu'il y a beaucoup de. Julien. La réponse, elle a fait mal. La réponse était j'ai essayé, ça marche pas. Aussi, la même. Ouais. Mince. Ouais. Et donc j'ai insisté. J'ai finalement réussi à venir à la journée des métiers du collège, où tout le monde vient présenter son métier. D'accord. Et donc, il y avait la police, les plombiers, etc. Et il y avait Tristan avec son petit panneau formateur IA. Pour moi, c'était une plongée dans la réalité de ce que c'était que l'IA au collège. Donc, c'était vraiment chouette. Je faisais venir un maximum de jeunes et ma question, c'était qu'est-ce que tu fais avec l'IA ?
Alors, ce qui était amusant, c'est que quand les enseignants étaient dans le coin, ils faisaient rien avec l'IA. Non, l'IA, non. Et puis, quand ils étaient un peu plus loin, il y avait des petits sourires en coin qui se levaient et ils disaient, bah oui, on fait les devoirs avec l'IA, bah oui. Donc là, on est en 4e, on est dans un collège parisien standard. Et la réponse est évidemment qu'on fait les devoirs avec l'IA. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est la même chose que le Shadow IA d'entreprise, c'est-à-dire que c'est qu'il l'utilise mal, très très mal. Et donc, il l'utilise simplement pour lui dire c'est quoi la réponse ? Ou j'ai besoin de faire une synthèse, fais-moi la synthèse. Et ça, vraiment, ça, c'est l'IA qui atrophie ça. Cette IA-là, elle me fait peur. Oui. Moi, j'essaie de la distinguer avec l'IA qui diverge et l'IA qui converge. Oui, je vois très bien. Voilà. Et moi, je crois qu'il faut... Évidemment, il y a des moments où tu as besoin de converger, mais je crois qu'il faut encourager l'IA qui diverge, celle qui t'ouvre les perspectives. C'est presque l'IA qui te rend plus intelligent d'une certaine manière. Et donc, on a fait un petit essai avec les enfants qui étaient là. Et donc, je te donne l'exemple, si ça peut même inspirer, parce qu'il y a beaucoup de parents forcément qui nous écoutent et on a besoin de s'inspirer pour nos enfants. Donc, je leur pose la question, allez, dites-moi, là, c'est un groupe de collégiens, 4e, 3e, voilà, je leur dis, dites-moi les derniers devoirs que vous avez fait avec l'IA. Et puis, il y a une élève qui me dit, moi, je devais faire... Alors, qu'est-ce que c'était ? Je devais faire un exposé sur le criquet des roseaux. Alors, ça fait rigoler tout le monde. Et j'avoue que j'avais du mal à garder mon sérieux en disant, un sujet passionnant, le criquet des roseaux. C'est un sujet de geek. Voilà, franchement. Bon. Et donc, je lui dis, explique-nous comment t'as fait. J'ai pris ChatGPT, et puis je lui ai dit, j'ai besoin de faire un exposé sur le criquet des roseaux pour une classe de 4e. Et puis, il me l'a fait, et puis voilà. Ça, c'est le chemin mauvais. Et donc, pour essayer avec les enfants, je leur dis, allez, on essaye autre chose. Même sujet, mais cette fois-ci, tu lui demandes, je crois qu'on est tous d'accord que c'est un peu chiant le criquet des roseaux, et dis-lui, tiens, donne-moi 10 idées pour faire un exposé intéressant et amusant sur le criquet des roseaux. Hop. Et là, on le fait en direct. Donc là, c'est l'IA qui diverge. C'est pas donne-moi 1, mais c'est donne-moi 10. Et dans la liste, l'une des propositions, c'était, tu pourrais faire un battle entre le criquet des roseaux et la montre religieuse. Un versus, tu vois, où tu lui fais la fiche des forces et des faiblesses et on fait le combat de l'un contre l'autre. Je t'assure, Julien, ce moment-là, quand ça s'est affiché, même les un petit peu réfractaires, tu sais, t'as des collégiens, les gênants, etc. Voilà. Même eux, il y a une lumière qui s'allume dans leurs yeux, ils trouvent ça marrant. Et ils commencent à rentrer dans le jeu. Mais c'est hyper intéressant. Voilà. Tout d'un coup, tu as transformé le sujet. T'es plus dans « fais à ma place » et je saurais même pas ce que tu as dit. Tu passes dans « donne-moi des idées originales et moi, je vais choisir celle qui me plaît ». Ça va réactiver de nouvelles idées dans ma tête en disant « Ah bah ouais, trop bien, alors vas-y, dans ce cas-là, propose-moi ça et encore propose-moi ça », tu vois. On a entamé juste ce processus, mais je suis sûr que si on leur enseigne ce processus, si on les aide à comprendre cette démarche-là, ils vont faire des miracles. Ils sont plus créatifs que nous. Eux, il n'y a pas besoin de leur donner beaucoup pour que leurs idées, elles explosent. Et encore, et encore, et encore. Mais il faut leur donner cette démarche. Voilà. Et ça, encore une fois, tu vas dire je radote, mais encore une fois, c'est de la formation, ça. Il faut leur apprendre à faire ça. Et donc, message pour tout le monde, je ne crois pas que la réponse, ce soit de les empêcher. Et j'essaye de pousser les portes. Et souvent, quand je discute avec le monde de l'éducation à ce sujet-là, j'entends beaucoup ah oui, comment les empêcher, comment faire des devoirs où on est sûr qu'ils puissent pas utiliser l'IA. Moi, je crois pas que ce soit la bonne perspective. Je crois pas qu'il faille les empêcher de l'utiliser. Je pense qu'il faut leur montrer comment on l'utilise bien. Appel pour tous les parents qui ont envie de contribuer. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on prenne tous conscience, qu'on aide nos enfants à aller dans cette direction si l'école ne le fait pas assez vite, mais prendre cette IA pour réfléchir mieux, pas pour converger plus vite ou pour faire à notre place. Je crois que c'est fondamental pour leur avenir et une partie du nôtre aussi. Et les empêcher, c'est technologiquement impossible. C'est impossible. On n'arrête pas de dire on voudrait empêcher je sais pas quoi. Technologiquement, c'est pas du tout. C'est impossible. Et puis de toute façon, ils sont beaucoup plus forts que les parents pour contourner les restrictions techniques. Il y a une petite qui me dit ça. Et elle me dit, c'est rigolo quand même, elle me l'a dit, ça m'a marqué. Elle me dit, tu sais, c'est marrant parce que moi, ma mère, pourtant, elle est jeune, mais elle m'interdit d'utiliser l'IA. Je trouvais ça marrant, le côté pourtant, elle est jeune. Et je lui dis, mais alors tu l'utilises pas ? Elle me dit, si, mais en cachette. Voilà. Voilà. La conclusion, elle est là. Et donc, du coup, ça veut dire que on a quand même un chemin pour que l'école
prenne un peu le lead sur cette partie-là. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, il faut que nous, en tant que parents, peut-être qu'on fasse l'extra mile nécessaire. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu fais au quotidien avec ton fils pour essayer de lui montrer des bonnes pratiques Alors, je fais plusieurs choses. Alors, pour l'anecdote, il devait être en 5e, ou peut-être... Bon, il y a une bonne année, mon fils il est revenu avec un devoir à faire sur le harcèlement. Il fallait qu'il fasse... Il y a eu une époque où le harcèlement, c'était un gros focus au collège, et donc il a fallu faire une affiche. Ils devaient tous faire une affiche sur le harcèlement. Moi, j'ai trouvé ça très bon use case pour l'IA. Donc, je lui ai dit, on va travailler avec l'IA. Donc, on l'a fait. Et on n'a pas demandé, fais-moi une affiche pour le harcèlement. On l'avait bien compris. On a commencé à découper. On s'est dit, tiens, une affiche, c'est fait comment ? Il y a un visuel, il y a une accroche, et puis il y a un petit texte explicatif. Donc, déjà, ça fait 3 morceaux. Et donc, on discutait, comment tu as envie de l'approcher toi ? Vas-y, on va demander, donne-moi plusieurs visuels, donne-moi plusieurs accroches, est-ce qu'elles correspondent ? Enfin, il y a tout un processus, en fait. L'IA n'est qu'un outil là-dessus, et on a bien progressé. On a vu aussi que, c'était il y a un petit moment, c'était l'époque où les IA faisaient 6 doigts aux mains, et c'est intéressant aussi. On a fini par converger sur une jolie affiche qu'on a générée à 100%, mais en y réfléchissant. Et pour l'anecdote, quand il l'a rendue, il a eu 2 sur 20. Et la réponse a été, je t'ai pas demandé de prendre un truc qui existait déjà. Voilà. Je comprends, hein. J'étais pas du tout fâché, j'ai juste expliqué à son prof de l'époque en disant, mais en fait, c'est pas du tout une affiche existante. Il a tout fait, sauf que c'était l'occasion d'utiliser l'IA pour découvrir comment on pouvait faire quelque chose. Et donc, c'est lui qui a tout décidé, sauf que c'est fait avec l'IA. Et il a eu 18, finalement. Donc, tu vois, parce que je pense que son prof a compris qu'il y avait une visée pédagogique. Donc, il y a une piste, c'est celle-là. C'est de les accompagner dans la production. L'autre, c'est aussi moi, je l'utilise pour moi, ce qu'on appelle le tunnel du soir, 18h30, 19h, faire à manger, faire les devoirs en même temps. C'est beaucoup de travail. Et donc, je me suis développé des assistants pour faire les devoirs avec mes enfants. Donc, je prends des photos des pages de cours. Et puis, ça me génère, en fait, tout un tas de questions, mais bien pensées, bien fichues, pour l'aider à soit comprendre, soit vérifier qu'il connaît bien. Et donc ça nous a même fait bien progresser dans les révisions, parce que franchement, moi, le complément circonstanciel de lieu, là, je sais plus. Et donc, le faire réviser ça se passait toujours pas bien, parce que je lui posais des questions quasi littérales de ce que je vois dans le livre. C'était pas de bonne qualité. Là, c'est bien meilleur. Je peux lui donner 50 exemples de compléments circonstanciels de lieu où à chaque fois il me dit vrai, faux. Enfin, tu peux tout générer. Et tu peux aussi ouvrir. Moi, j'ai une des questions que j'aime beaucoup qui est je demande à mon assistant aussi de l'aider à réfléchir à quoi ça sert, ce qu'il apprend dans la vie en général. Ça, pour ceux qui avaient un peu de mal avec l'école, on se posait toujours la question, on se disait, mais pourquoi j'apprends ça, je m'en fiche, ça sert à rien dans la vie. Voilà. Alors il y a des cas où j'avoue le complément circonstanciel de lieu, j'ai pas réussi à l'inspirer. Mais il y a des cas où ça marche très bien. Tu vois, typiquement, on a révisé la structure du manteau terrestre. Il s'en fichait, je voyais bien au début. Mais in fine, quand on a commencé à lui faire comprendre que pour construire des routes, lui, il aime beaucoup les voitures, pour construire des routes, c'est fondamental de comprendre les sous-sols et de comprendre les dynamiques du sol pour que les routes, elles tiennent bien avec les camions, les trucs et comme ça. Tout d'un coup, tu crées des ponts, en fait, entre un cours qui semble un peu isolé et la vie. Et ça, franchement, tu peux le faire une fois toi-même, mais tu le fais pas tous les jours, et encore moins quand tu es en train de découper du poulet ou je ne sais quoi. Donc là, il y a vraiment aussi une aide à la maison pour gagner en qualité dans l'apprentissage et les révisions. Donc, c'est vraiment un spectre. Donc, c'est soit on fait avec eux, avec l'IA, et on leur fait découvrir les bonnes pratiques, soit on leur fait découvrir à quel point elle peut aussi nous aider à mieux apprendre, à plus profond, c'est plus agréable. Voilà. Et le jour où mon fils il vient en me disant « Tiens, papa, il faut que je révise ça, prends l'assistant pour qu'on révise », tu as l'impression que tu as craqué quelque chose. Ouais, c'est génial. Et est-ce qu'en complément, tu essaies de projeter les soft skills qu'il aura besoin plus tard? Par exemple, je sais pas, on parlait de la lecture tout à l'heure. Est-ce que tu essayes de faire des choses pour qu'il ait cette capacité de lecture, ou je sais pas, ou d'autres? C'est des grandes questions. Moi, ma fille, elle est plus petite, elle va rentrer en primaire. Ouais.
Je me pose des questions aussi sur la lecture, sur d'autres choses, etc. Dans un monde qui est plus le monde qu'on a connu, que les choses ont changé pour plein de bonnes choses, bonnes raisons, et puis plein de choses en bien, hein, clairement. Mais j'ai peur qu'elle ait, toi, l'esprit critique, la capacité d'attention, la capacité de lecture, etc. Tous ces éléments-là, je me pose des grandes questions autour de qu'est-ce que je pourrais faire moi pour favoriser ces éléments-là. Écoute, moi je crois que la lecture, moi je crois beaucoup dans les vertus de la lecture, d'une manière générale. Je crois que c'est fondamental. L'autre jour, j'ai écouté, tu dois connaître Légende, le podcast, le fameux podcast Légende. Il y avait une interview de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on n'a jamais cité du Sarkozy dans tes podcasts, Julien. C'est la première fois. Bref, moi j'écoute beaucoup de podcasts et j'aime bien les longues interviews. Voilà. Mais il disait une chose que j'ai trouvée intéressante. Il parlait d'éducation de ses enfants. J'ai plus tout le contexte, mais à un moment donné, il dit moi, il y a 3 choses qui sont importantes pour moi vis-à-vis de mes enfants. C'est qu'ils lisent, qu'ils fassent du sport et qu'ils soient gentils. Et s'ils ont ces 3 choses-là, moi, je suis pas inquiet pour la suite. Moi, ça m'a inspiré, ça, tu vois, comme quoi. Et je crois beaucoup à ça. Voilà, lire, faire du sport et être une bonne personne. La lecture, c'est évidemment l'un des 3. Je crois que c'est fondamental. C'est l'humilité, c'est s'intéresser à la pensée des autres, mais c'est aussi un vrai exercice de focus. La lecture, c'est lent, même si tu lis un peu vite, c'est quand même beaucoup plus lent. Et ça, je pense que ça développe des parties des structures cérébrales qui sont des vrais atouts une fois que tu te mets à utiliser une l'IA générative. Évidemment, on parle beaucoup de GenAI, hein, c'est ça notre sujet là. De pouvoir te confronter à du texte, de ne pas avoir peur du texte, pas avoir peur de passer du temps. Voilà. Et donc d'avoir musclé ton cerveau à décrypter du texte, à en analyser les vertus et à rebondir dessus. Donc oui, et je pense que la lecture, c'est important. Et honnêtement, c'est pas facile. Certains enfants, ils ont du mal avec la lecture, donc c'est pas toujours facile. Mais je crois que ça, c'est un muscle fondamental. Et pour revenir à l'éducation, je pense que les meilleurs profs pour enseigner l'IA, c'est les profs de français. Vraiment, je le pense vraiment. Je pense que la partie techno, elle n'a pas beaucoup d'importance. Et ça revient à notre début de conversation. Finalement, la couche technique, elle est phénoménalement complexe, mais on n'a pas besoin de la comprendre pour utiliser l'IA. Donc, je pense que le regard critique, la capacité d'expression, de structuration de la pensée, c'est beaucoup quelque chose qui est enseigné par les profs de français. Donc, si j'avais le pouvoir de décider quelle serait la verticale de matière qui commencerait à enseigner l'IA, j'aurais tendance à penser plus à la prof de français que à la technologie. Intéressant. Ouais, super intéressant. Et je partage beaucoup ton point sur la lecture. Ouais. Nous, on a une règle avec ma femme, c'est que on essaie de pas dire oui à tout sur les caprices. D'ailleurs, d'être très tactique quand on dit oui, très sélectif plutôt. Et par contre, on dit oui à au budget livre. Il n'y a pas de budget livre. Ah ouais. Je partage ça. On fait la même chose. Et bon, du coup, il y a certaines conséquences. Ça prend de la place. On va voir. Pour l'instant, c'est moi qui les lis. Je lis énormément de livres, du coup, mais avec ma fille. Mais on va voir derrière si l'apprentissage. Moi, j'ai eu des difficultés à l'apprentissage de la lecture que j'ai compensé d'un temps. Après, on le voit plus d'un temps. Mais j'espère que ça va bien se passer. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident, en fait. Il y en a qui accrochent et d'autres pas. Et donc, quand ils accrochent pas, c'est un effort de les accompagner. Tu as des rituels autour de ça? Pour les accompagner, eux? Oui, ou pour, je sais pas, est-ce que vous avez un rituel de temps de lecture ou des trucs comme ça? À une époque, quand ils étaient plus petits, moi, je les emmenais à la bibliothèque. En fait, la bibliothèque, c'est une partie de la réponse à ton sujet sur l'illimité. C'est que, alors bon, moi, la médiathèque, nous, on a une médiathèque on là où j'habite, c'est pareil. On a un accès infini. Dans Paris, c'est absolument dingue et c'est gratuit. J'imagine qu'il y a plein de villes où c'est le cas. Oui, nous, c'est une médiathèque chez nous, hein, donc c'est pareil. On a un abonnement. Gratuitement, tu as accès à une infinité de livres. Enfin, franchement, celui qui a lu toute la bibliothèque, je ne l'ai pas rencontré. Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est fou quand tu penses qu'il y a des endroits dans le monde où on cherche des livres. Là, c'est infini. Donc, le rituel de la bibliothèque, d'y aller le samedi, d'en choisir 5 livres et même d'accepter que si tu finis pas un livre, c'est pas grave. En tout
cas, moi, c'est ma philosophie à moi. C'est, si ça accroche pas, passe à un autre. Alors, si tu finis jamais aucun livre, c'est embêtant. Mais ne t'acharne pas à te dégoûter parce qu'il faut absolument aller au bout. Moi, ça, c'est pareil. Ça, c'est pas tout le monde qui arrive à s'arrêter parce que ça marche pas. Moi, ça m'arrive même au cinéma. Hein. Enfin, à un moment donné, si ça m'ennuie, ça m'ennuie. Donc, encore une fois, tout est histoire de fréquence. Si à chaque fois que je vais voir un film, je m'ennuie, c'est ça. C'est moi qui ai un problème. Maintenant, si je vais voir un film de temps en temps et que je me dis, mais celui-là, ça m'intéresse pas du tout, je serais mieux ailleurs, je vais ailleurs. Donc, j'aborde les livres un peu de la même manière, sans jugement de valeur. J'ai une petite règle perso, c'est je raconte 100 pages. Voilà, si j'accroche pas dans les 100 premières pages, j'accrocherai pas. Voilà. On dit ça même des séries Netflix. Lui, il donne 1 ou 2 épisodes et puis au bout de 2 épisodes, voilà, c'est ça. Moi, j'aborde les livres de la même façon. Je comprends. Pas de raison de s'acharner et de se faire du mal si ça colle pas. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans les discours sur l'IA ? J'ai développé un cuir là maintenant. Hein. J'arrive à prendre du recul. Non, il y a une période où, en fait, l'espèce de dénigrement, en tout cas la recherche de dénigrement, l'espèce de plaisir à dire tiens, regarde, tu vois, ça marche pas, c'est nul. J'arrive pas à comprendre ça. J'avoue, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Et puis, et presque de revendiquer de pas s'y intéresser. J'avoue, j'arrive pas à comprendre ça. On est dans la dynamique président. Alors, on va changer de président, mais il y a Obama qui a fait un discours qui m'avait beaucoup marqué, où il disait que l'ignorance n'était pas une vertu. Et j'aimais beaucoup cette façon de regarder les choses. Voilà. Donc, tu as parlé de Dunning-Kruger. Quand on aborde une nouveauté, on monte tous en haut de ce qu'il appelle le monde de l'ignorance, qui est ce moment où tu as l'impression que tu sais tout et qu'en fait, et Twitter est plein de gens tout en haut du monde de l'ignorance. Il y en a qui s'arrêtent là. Et qui s'arrêtent là, qui sont très contents, plantés en haut de leur monde de l'ignorance, de donner des leçons à la Terre entière. Ça, j'avoue que ça m'agace. Et donc, je pense qu'il faut creuser. Voilà, donc essaye au moins, donne sa chance. Une fois que tu as creusé, si tu as eu des apprentissages et qu'il y a des choses qui te plaisent fondamentalement pas, je suis ravi d'en parler, y compris sur les impacts sociétaux, y compris sur les impacts environnementaux. Enfin, il y a énormément de débats à avoir sur l'IA, mais pas avec des gens qui sont fièrement plantés en haut du monde de l'ignorance. Voilà. Donc, un sujet, quand on veut avoir un avis dessus, je crois qu'il faut le creuser un peu. Et sinon, on n'a pas d'avis. C'est bien aussi de ne pas avoir d'avis, mais voilà. Probablement que c'est ça qui m'agace un petit peu. D'accord. Bon. Comment tu continues de progresser ? Comment tu fais ta veille ? Écoute, je suis très chanceux sur le sujet de l'IA pour la veille parce que c'est devenu mon moyen de vie, c'est mon métier. Donc j'ai ce grand privilège de pouvoir y passer beaucoup de temps et que le temps que j'y passe, c'est ce qui me permet de manger, de faire manger ma famille. Donc ça, j'ai une grande chance là-dessus. Alors, comment je fais concrètement ? Lire. Ça serait embêtant de dire. De lire beaucoup. Enfin, de lire, de lire des choses sous des angles très différents, soit de la newsletter du quotidien pour comprendre un peu ce qui se passe. Toujours avec le piège des phares dans les yeux du lapin. Là, ça pétrifie un peu. Moi y compris. Vraiment, de temps en temps, ça va vraiment vite. Mais tu peux avoir des lectures un petit peu plus méta, un petit peu plus profondes. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Flavien Chervet. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait, qui a écrit des livres un peu plus méta, de réflexion, qui est vraiment brillant sur des sujets d'IA. Même il y a des livres sur des impacts sociétaux. Enfin, on peut se cultiver comme ça. Et puis d'être au sein de la communauté d'AI Discipline. Parce qu'être au milieu du Slack et de voir toutes les conversations, ça permet aussi de prendre le pouls, de voir un petit peu les découvertes, les échecs. Comme on propose aussi beaucoup de formations spécialisées, je suis au cœur de ça. Donc j'aide aussi chacun de nos formateurs à construire ses formations, à les ajuster, à comprendre un peu l'adéquation entre ce qu'ils proposent et le marché. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance, c'est que je peux l'aborder sous tous ces angles de lecture de news, de lecture de fond et de terrain. Entre les gens qui fournissent les formations et puis donner les formations moi-même. Tu vois, demain, je serai dans une entreprise du CAC 40 et je vais parler IA avec eux. Donc, je vais enseigner pendant la journée, mais on va déjeuner ensemble aussi, découvrir leurs inquiétudes, etc. Donc voilà, je suis assez privilégié pour ça parce que je suis au cœur du sujet en ce moment. C'est quoi la dernière série ou dernier film que tu as vu ? Alors, j'ai un abonnement cinéma, alors j'y vais beaucoup. J'aime bien Super. ça.
donc des bons films que j'ai vus récemment. Alors, ça se trouve, je vais pas être bon sur le titre. On va dire, qu'est-ce qu'il raconte mais les lumières et les ombres, le film avec Jean Dujardin. Je vois. Il paraît qu'il est très très bien. Ah ouais, j'ai mis sur ma liste. J'ai vraiment bien aimé. Il y a un film avec Lelouch et Laetitia Casta qui m'a surpris très récemment. Oui, j'ai pas le titre, mais je vois. Où je m'attendais pas à grand chose et en fait, j'ai trouvé ça. On mettra les titres en description. Voilà, on les vérifiera après coup. C'est pas. On mettra les liens vers les fiches. Voilà, il y a vraiment pas mal de. En fait, alors ça c'est amusant parce que j'ai pris un abonnement il y a peu de temps en me disant, mais en fait, j'ai envie d'aller au cinéma. Et une fois que tu as un abonnement, tu vas avoir tendance à aller voir plein de films. C'est facile. Et puis en fait, il faut bien que ça ait du sens d'avoir un abonnement. C'est le biais des coûts irrécupérables, mais qui a un effet positif. Écoute, ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est un enseignement plus large, c'est qu'en fait, en allant voir plein de films, y compris des films que tu n'aurais pas été voir spontanément, en baissant la barre du filtre, tu te mets à avoir plein de découvertes formidables. Et ça, moi, ça me fait réfléchir au reste, en me disant, je suis sûr que je passe à côté de plein de choses, justement parce que je mets une barrière de filtre qui est un mix entre des préjugés, de la flemme, de je ne sais plein de choses. Je vois. Et donc là, il y a des semaines où je vais voir 3-4 films et je découvre des pépites que j'aurais jamais vues. La découverte, c'est lié à la consommation quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, moi, je regarde beaucoup de films et de séries et je découvre aussi beaucoup de choses parce que j'en regarde beaucoup. Voilà. Et je pense que si j'en regardais moins, je serais plus consensuel ou plus dans le mainstream, dans certains choix. Exactement. Et certains éléments qui m'échapperaient. Ouais. Et ça revient au tout début de notre conversation quand je parlais de geeker l'IA. Tu sais, je disais il faut accepter de perdre du temps. Ouais, peut-être. En perdant du temps, de temps en temps, tu trouves des pépites. Voilà. Et donc, je réalise un peu la même chose. Et donc, du coup, film français plutôt. Ah, du coup, film français. Les deux derniers que tu as cités, c'est français. Non. Alors, je vais encore. Si tu fais le boulot des titres, ça m'arrange beaucoup parce que les titres, je les zappe, je vois les films. Non, mais je ferai le boulot des titres. Il y a un film irakien très très beau, récent aussi, avec l'histoire d'une petite fille, abandonnée, avec tout un parcours vraiment très touchant. Non, moi j'aime bien les films. J'aime bien les films arabes, un film égyptien aussi. Plus enquête. Non, j'aime bien les films au contraire. Enfin, j'aime bien les films français, mais aussi les films de tout un tas de pays. J'ai l'impression que, tu passes 1h30, 2 heures avec le goût du pays. En fait, tu vois, presque un peu comme la cuisine. Tu vois, tu vas manger des nourritures éthiopiennes ou je ne sais quoi. Tu te plonges là-dedans et puis t'as un voyage culturel. Moi, je trouve que les films sont comme ça, donc des films sud-coréens, des films du Moyen-Orient. Non, vraiment tout un tas de films. Est-ce que tu as des recommandations à faire ? Soit des livres, des newsletters, des podcasts, des chaînes YouTube, tout ce que tu veux. Tu recommandes ce que tu as envie de recommander. Moi, j'ai envie de recommander la diversité. J'ai envie de recommander de se fixer des objectifs quantitatifs plus que qualitatifs. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Je me rends compte de plus en plus que c'est en explorant qu'on découvre des choses extraordinaires et que finalement, moi, ce qui m'a vraiment touché, ça va pas forcément te toucher toi. Et donc, moi, l'invitation que si tu m'offres la possibilité de faire une invitation, ça serait de se fixer des objectifs de quantité de livres. Moi, je me suis fixé ça à une époque. Je me disais, il faut que j'ai lu 24 livres par an. Voilà. 24 livres par an, ça fait 2 livres par mois. C'est pas un truc incroyable, mais faut le tenir. Ouais, il faut tenir. Et j'accepte de temps en temps de lire des livres faciles. En me disant, franchement, j'ai lu toutes les séries des femmes de ménage, là, de McFadden. Ou les Dan Brown, qui se lisent super vite. Enfin, voilà, il y a un moment donné où j'accepte et je me dis, ça fait partie de mon quota. Parce que je crois que c'est plus un entraînement, une dynamique, que de lire que du Goncourt dans l'année. Moi, j'essaye pas de chercher ça. Donc, j'essaye pas de briller à chaque lecture. J'essaie juste de tenir ce rythme. Donc, pour le cinéma, c'est pareil. Pour les podcasts aussi, j'aime bien écouter plein de podcasts.
Pas qu'on part en prod, on écoute d'autres. Essentiellement, mais aussi d'autres. Moi, j'aime bien les podcasts un peu longs, donc on part en prod, c'est formidable, mais j'aime bien d'autres. J'aime bien les grands classiques aussi. Je t'ai parlé de Légende, de Génération Do It Yourself, de Thinkerview, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, il y en a plein. Et donc, moi, mon invitation, c'est viser la quantité et prenez le rythme de consommation d'intelligence des autres. C'est quand même extraordinaire de te dire que tu peux écouter parler des gens fascinants pour rien, juste en t'asseyant et en les écoutant, en digérant ce qu'ils ont mis des années à faire. Parce que quand on enregistre un podcast ou quand on partage, en général, on essaie de partager les choses qu'on a distillées. Oui. On se dit, on raconte pas juste n'importe quoi, on essaie de partager des messages forts. Parce qu'on essaye, tu vois. Donc tu te dis, en face de moi, j'ai des gens très intéressants qui ont passé des années à processer des éléments et ils me les donnent. C'est quand même extraordinaire. Avec leur expérience à eux. C'est ça. Et donc, du coup, leur vision par rapport à leur expérience. Et ça peut... Et c'est comme ça qu'on crée des liens, qu'on crée des connexions, qu'on commence à voir des choses autrement. Exactement. Et tu te refais ton assemblage à toi derrière. Tu vois, t'as picoré du Sarkozy, du Obama, des choses d'un peu tout le monde, tu vois. C'est vrai que tu fais un peu des choses différentes quand même. Oui. Et après, tu te fais ta propre synthèse à toi. Et donc, voilà. Ce serait ça mon encouragement. La diversité. Ok. Si on veut te suivre ou te contacter, on le fait où ? LinkedIn. On a essayé d'être focus là-dessus. Quand je dis je fais beaucoup de choses avec Rémi, mon associé de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble tous les deux. Donc, on a un peu un mindset focus, comme notre livre l'expliquait. Et donc, c'est LinkedIn. On est très présent sur LinkedIn. Et après, pour ceux qui veulent rejoindre la communauté AI Discipline, évidemment, c'est une communauté gratuite. C'est un workspace sur Slack. Donc, il suffit de vous taper aidiscipline.com et rejoindre la communauté. Et là, c'est ouvert pour venir discuter avec toutes ces personnes qui essayent d'adopter l'IA, et qui découvrent, qui cherchent. Il y a vraiment un vrai soutien. C'est intéressant. Il n'y a pas des réponses à toutes les questions, mais en général, si vous avez des préoccupations, des choses comme ça, il y a des gens pour aider. C'est intéressant de voir à quel point, en fait, il y a une vraie énergie malgré tout. On a parlé de défis, de choses, mais une fois que tu descends dans la réalité du quotidien, il y a vraiment une énergie très positive là-dessus. Il y a plein de gens qui ont envie d'aider, qui ont envie de découvrir. Donc, c'est assez enthousiasmant. Génial. Merci Tristan, c'était un super moment. Pour moi si aussi. Vous êtes encore là, à nous avoir écouté tous les deux, surtout Tristan, clairement, déjà, tout ça c'est gratuit, comme tu l'as dit. Donc, aidez-nous, mettez un like, partagez-le. C'est pas grand-chose, c'est gratuit aussi de votre côté, mais ça fait diffuser un peu ce qu'on a partagé et ça aide aussi ça aide à la chaîne, ça aide en parent prod. Allez jeter un œil du côté de AI Discipline, rejoignez le Slack. Vous allez apprendre plein de choses, découvrir une communauté, c'est très cool. Il est probable qu'il y en ait certains qui soient déjà dans cette communauté. Faites-nous un feedback avec Tristan et moi sur l'épisode. Abonnez-vous à la newsletter d'Exabrica. J'essaye une fois par mois d'envoyer... J'en fais une par mois. Et j'essaye de partager plein de choses. Et moi, je suis comme toi, un peu Tristan. Je m'intéresse à plein de choses. Et donc, je découvre plein de choses super rigolotes sur Internet. Par exemple, quelle est la meilleure case au Monopoly quand tu joues au Monopoly. Voilà. Quand on parlait de geek, tu vois. Et ben, tu peux regarder une vidéo d'1 heure qui t'explique ça. Et c'est passionnant. Okay. Voilà. Et donc, tout ce que je découvre, je partage à la newsletter. Donc, je partage beaucoup les contenus longs que je produis, que ce soit nos articles ou nos vidéos. Et aussi plein de découvertes comme ça dans la newsletter. Une fois par mois, abonnez-vous et vous me ferez des feedbacks. J'ai très peu de désabonnements parce que j'essaye de faire en sorte qu'elle soit qualitative, quoi. Voilà, et puis merci beaucoup, et puis à très vite dans un prochain épisode. Merci encore. Merci Julien, merci beaucoup. Bien adopter l'IA, ce n'est pas trouver le prompt magique. C'est changer de sport, passer de coureur à pilote. Pour bien vous y mettre, 3 choses. Votre meilleur atout n'est plus technique. C'est de savoir lire, écrire et penser clairement. Gardez le volant. L'IA produit vite et en masse, et à force de lui répondre « oui, bonne idée, continue », c'est elle qui prend le volant. Et apprenez à vos enfants à demander des idées à l'IA pour réfléchir par eux-mêmes. Et si vous avez un sujet IA à fort enjeu, on peut en parler. Chez Exabrica, on conçoit des agents et des plateformes agentiques. On intègre l'IA dans vos produits et on augmente votre cycle de vie logiciel, en vous rendant autonome avec un engagement sur le résultat et 1 an de garantie sur nos livrables. Réservez un appel gratuit.
On vous partagera notre retour d'expérience, c'est le premier lien en description. Je vous laisse découvrir une autre vidéo de On part en prod juste ici. Et n'oubliez pas, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui suivent On part en prod et